Le mot capitalisme, c'est devenu tellement un mot fourre-tout pour trouver des excuses absolument à tout. T'as ceux qui vont dire que le capitalisme, ça détruit la famille, d'autres qui vont dire que ça perpétue justement ce vieux modèle bourgeois. On pourrait résumer l'ensemble de la pensée de gauche socialiste par juste l'inversion des termes liberté et pouvoir. Pour eux, la liberté, c'est de pouvoir se défaire des contraintes du réel. Le néolibéralisme, c'est ce marché libre dans lequel on a quand même un interventionnisme étatique pour la gestion déjà de la monnaie, la gestion des taux directeurs des banques centrales et toujours ce rôle en fait de la force publique comme prêteur de dernier ressort si jamais tout part à volo. Les monopoles sont essentiellement dus à l'intervention du politique dans l'économie qui vont justement favoriser l'industrie nationale au détriment des autres industries, donc de faire du protectionnisme. La crise de 29 n'est pas tellement du coup une faillite du marché libre, mais plutôt justement une faillite de l'interventionnisme de la Fed qui a justement multiplié la masse monétaire. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, Ulrich, pardon, déjà faut que j'arrête de t'appeler Ulrich. Est-ce que tu peux rapidement te présenter à notre audience? Alors normalement, je dis bien normalement, les gens t'auront déjà vu sur notre chaîne, parce qu'on a tourné 2 formats ensemble déjà. Donc normalement, on est censé déjà t'avoir vu sur notre média, mais est-ce que tu peux rapidement nous rappeler qui tu es? Ouais, bah du coup, Ulrich, assez présent sur Twitter, où je parle beaucoup d'économie, libéralisme, un peu d'actualité, où j'engage dans des conversations avec des détracteurs et je partage aussi quelques réflexions à moi. Après, pour le reste, j'écris à la fois pour le Mises Institute aux États-Unis, toujours sur les thématiques de l'économie autrichienne, et aussi pour vous de temps en temps. Donc voilà à peu près ce que je fais. Sinon, bah après dans la vraie vie, c'est pas très intéressant, c'est moins intéressant, mais je travaille dans le milieu de la culture, du patrimoine. Voilà. Tout simplement. Justement, on peut retrouver tous tes articles, une partie de tes articles sur notre site howtobitcoin.fr et le reste sur ton site Ufromi. Ouais, c'est ça en fait. Sur votre site, ce sont surtout des articles qui sont en lien avec l'économie et avec Bitcoin en général. Et sur mon site, on va retrouver alors les mêmes articles publiés un peu plus tard, et on retrouve aussi des articles un peu plus axés sur l'actualité en fait. Enfin des articles un peu plus annexes en fait, qui n'ont pas qui n'ont pas à voir avec directement tout Bitcoin, mais juste des fois des articles un peu d'humeur où je prends un sujet d'actualité, j'écris là-dessus, puis je balance ça quoi. Ok. On est réunis aujourd'hui pour un debunk. Donc, normalement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a un format réaction, debunk, où on a des cibles de préférence. On va dire que c'est des producteurs de contenu qui nous facilitent le travail, qui sont Blast, Eureka, et tous les médias un peu à gauche, assez étatistes, voire communistes pour certains. Aujourd'hui, on va se farcir une de leurs vidéos, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ce format, mais là c'est assez nécessaire, non pas qu'il nous manquait, enfin moi pas spécialement, mais c'est un ramassis de conneries assez énorme. C'est une vidéo donc, pour vraiment résumer les grandes lignes, où ils annoncent la fin du néolibéralisme, et donc ils seraient en train de se métamorphoser dans quelque chose qu'ils décrivent. Ils disent même pas la fin du néolibéralisme, c'est capitalisme carrément. Ah, c'est fin du capitalisme? Ok, bon bah. Le capitalisme, c'est le projet encore plus grand. Wow. Et juste pour aussi préciser ce que tu as dit, oui, une chaîne un petit peu de gauche. Le truc, c'est que quand on est dans un pays comme la France, on est déjà très, très à gauche. Un média de gauche, en fait, c'est un média vraiment communiste. Genre, surtout avec l'invité là qu'ils ont ramené, c'est violent. Et oui, tu veux dire, tu fais bien de le préciser. La vidéo, c'est leur série Argent Magique, donc c'est Blast, mais qui héberge Eureka et Stupide Économique, qui sont 2 chaînes YouTube, et 2 youtubeurs et youtubeuses qui parlent d'économie, qui sont complètement biaisés, complètement marxistes, mais qui essayent quand même de parler d'économie. Donc là, c'est pas vraiment produit par les journalistes traditionnels de Blast. Eh oui, on a une autre activité.
Non, on ne passe pas encore notre temps à siroter des mojitos sur les plages du Salvador avec notre stack de Bitcoin. Non, on n'est pas en train de vous dire de venir nous kidnapper, on est là pour vous parler de Pixelysium, notre entreprise de développement informatique. Comme pour nos tutoriels et nos tests sur les outils Bitcoin, on a décidé de créer Pixelysium avec une philosophie simple. Rendre la technologie accessible et adaptée à vos besoins avec pragmatisme. Vous avez peut-être déjà travaillé avec des ESN, des agences web peu convaincantes ou de simples freelancers. Et vous connaissez la musique, un prix exorbitant, des délais qui ne sont pas respectés, une communication qui ne marche plus, tout ça pour à la fin un résultat qui n'est pas très convaincant. Chez Pixelysium, notre approche est totalement différente. Si vous aimez notre façon d'expliquer Bitcoin, vous allez sûrement adorer travailler avec nous sur vos projets de développement. Notre devise est simple. Concentrez-vous sur l'essentiel et nous nous chargeons de la technique. Durant 4 années passées dans le conseil à Paris et à Genève, nous avons accompagné de nombreux clients tels que les groupes de luxe Kering et Richemont, ainsi que la Fédération française de rugby, et on s'est même attaqué aux entreprises publiques comme la BPI et EDF. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également plein de réalisations à notre actif. Je ne vais pas toutes vous les citer ici, mais je vais quand même vous donner une petite idée. Une application mobile de streaming de vidéos privées Scanderia pour Idrissa Berkane, la plateforme de gestion des ventes et des affiliés pour Consensus Network, de nombreux sites web modernes et dynamiques, des boutiques en ligne, des SaaS, des logiciels, bref, à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Bon, et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter notre site web pixelysium.com ou cliquer sur le premier lien dans la description qui vous permettra de transformer vos idées en réalité en réservant un appel 100% gratuit avec nous, et vous pourrez donc nous faire part de vos idées ou de vos problématiques. Bah écoutez, si vous êtes prêts, je peux envoyer la sauce. Allez. Vas-y, go. Les États-Unis ont frappé le Yémen, ciblant les rebelles houthis. Au moins 31 personnes sont mortes et une centaine ont été blessées dans ces bombardements qui ont notamment visé la capitale, Sanaa. Donald Trump a ordonné ces frappes en réponse aux menaces houthistes contre Israël et la circulation maritime dans la région. Quelques heures plus tôt, aux États-Unis d'Amérique, une conversation secrète a lieu. 15h36, F-18, deuxième vague, top départ, que le ciel protège nos guerriers. L'équipe, je décroche pour aujourd'hui, mais j'ai un mauvais pressentiment. On est en train de faire une grosse connerie. 3 petits pourcents de notre commerce passe par Suez. Pour l'Europe, c'est 40%. Pourquoi la team USA doit faire le sale boulot? Je crois que pour la com, ça va être l'enfer de toute façon. Personne sait qui c'est maudits outils. Pete, si t'es sûr qu'il faut y aller, alors allons-y, bordel, mais ça me rend dingue de devoir encore sauver les miches de l'Europe. Monsieur le vice-président, je partage à 100% votre dégoût pour ces profiteurs d'Européens. C'est lamentable, mais Mike a raison. On est les seuls sur cette foutue planète qui ait les tripes et les moyens de faire ça. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on vient d'écouter là? Alors d'abord, il faut dire que ce petit dialogue est un extrait d'une conversation signal sur laquelle des responsables américains, et notamment J.D. Vance, le vice-président, ont invité un journaliste par erreur, qui a donc fait fuiter la conversation. Bah écoutez, apparemment, ce journaliste a été confondu avec un officiel américain qui a les mêmes initiales que lui. Là, boulette. Mais bon, si on a pris le temps de vous faire une... Bon, ça je trouve ça juste rigolo. C'est génial. Juste pour faire un petit point sur la première partie qui est intéressante parce que le contexte géopolitique et géostratégique il est super intéressant en fait dans la région. Là, t'as la partie dont il parle en fait, c'est en fait toute la mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb, Djibouti et toute la côte en fait du Yémen et d'Oman en fait, qui est une voie commerciale qui est qui est la plus empruntée comme ils disent pour les biens en fait qui viennent d'Asie jusqu'en Europe. Et c'est assez intéressant justement je sais pas s'ils en reparleront plus tard, je crois qu'ils en parlent plus tard justement dans la vidéo, mais d'avoir des gars en sandalettes dans leur désert là, les boutiques qui arrivent à perturber tout ce fret maritime, c'est assez génial quoi. Ouais, bon, et après on passera sur la mise en scène qui était un peu cringe. Mais bon, disons qu'au moins ils ont bien rappelé les faits, c'est déjà pas mal. Petite mise en scène de ce leak, c'est pas juste pour se moquer de l'amateurisme de l'administration Trump, c'est surtout parce que, en plus des questions de sécurité nationale que pose cette fuite, la conversation nous apprend beaucoup sur les tensions géopolitiques avec nos alliés. Et oui, la mer Rouge est une zone méga stratégique. Les bateaux marchands qui desservent l'Europe et l'Asie passent par le canal de Suez. C'est quand même beaucoup plus court que de contourner l'Afrique. Or, depuis quelques années, des forces armées houthis au Yémen, en solidarité avec la Palestine, ciblent les bateaux de commerce alliés à Israël, donc principalement des bateaux européens qui passent devant chez eux. Et quand il faut envoyer des avions de chasse pour assurer le passage, normalement, ceux qui le font, ce sont les Américains. Sauf que, comme vous l'avez entendu, ils en ont ras-le-bol de sauver les miches de l'Europe. La thèse qu'on va essayer d'éclairer aujourd'hui, c'est que ce ras-le-bol américain pourrait bien être un signal fort que
La forme actuelle du capitalisme, le néolibéralisme, serait en train de mourir pour laisser la place à un capitalisme beaucoup plus ancien et belliqueux, le mercantilisme. Notre pays. Alors, j'aimerais juste qu'on ait un petit éclaircissement et qu'on se mette juste d'accord, je pense, pour le reste de la vidéo. Est-ce que, et puis je te pose la question, Ulrich, est-ce que, après, bon, à l'échelle du monde, c'est assez dur de le poser, mais est-ce que déjà, on est dans une société néolibérale? Et qu'est-ce que c'est en vrai? Parce que je trouve que c'est important de peut-être redéfinir ce terme qu'on entend de partout, mais j'ai l'impression qu'il y a autant de définitions que de personnes qui en parlent, tu vois? Le terme néolibéral, c'est un peu un terme qui est un peu fourre-tout, dans lequel on va mettre absolument tout et n'importe quoi, dans le sens où c'est alors la vision que eux ils en ont, c'est justement une période qui a commencé dans les années 70, en fait, après la fin de l'état en or et du choc pétrolier. On va avoir justement un monde qui va s'ouvrir. On va avoir beaucoup plus de libre-échange entre les États. On va avoir beaucoup plus, en fait, de, de division du travail entre les nations. On va avoir par exemple la Chine qui va prendre en charge la production mondiale, et on va avoir ensuite l'Occident, donc Europe plus États-Unis, qui vont eux prendre en charge le rôle du consommateur des biens finis. Et pour eux, le libéralisme, c'est ça en fait, c'est un peu le capitalisme débridé, où on va mondialiser justement la production, on va surconsommer à fond, et ils en parlent d'ailleurs plus loin dans la vidéo, c'est assez intéressant. C'est pour eux le néolibéralisme, en fait, c'est l'héritier du libre-échange du 19e siècle, hein. Donc c'est le capitalisme qui vont eux opposer au capitalisme de finitude, hein. Donc c'est le capitalisme d'abondance, hein, où on fait comme si les ressources n'étaient pas finies et il y avait une infinité de ressources sur Terre. Donc je pense que voilà, eux ils ont un peu cette vision-là, c'est-à-dire que le monde dans lequel on est depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis la fin de la convertibilité du dollar en or des années 70, hein, pour eux en fait c'est le capitalisme débridé poussé en fait à sa conclusion finale, extrême, suprême. Ce qui n'est absolument pas le cas, bien entendu, mais c'est un peu eux comment ils voient le truc, quoi. Parce que c'est ça qui est assez compliqué, je trouve, avec leur contenu. C'est que c'est relativement qualitatif dans la forme. Dans le fond, c'est souvent bien argumenté. Mais je trouve qu'ils glissent comme ça des petits trucs faux, enfin factuellement faux, qui biaisent après tout le reste du raisonnement et qui font que, bah, en fait, c'est des hommes de paille. D'ailleurs, pour moi, toute la vidéo, ça va être un homme de paille. C'est-à-dire que on le disait en off avant, mais si tu remplaces capitalisme par, enfin mercantilisme par étatisme, bah, en fait, on se rend vite compte que eux, le vrai problème, c'est pas le capitalisme, mais c'est l'État. Ouais, c'est ça. Ouais. De toute façon, on va en reparler. Mais eux, il y a un problème en fait purement sémantique à la base. C'est la définition des termes et la réalité en fait qu'on met derrière chacun de ces termes. Parce que quand ils vont parler de néolibéralisme, pour nous, c'est absolument pas du libéralisme, c'est pas du libre-échange, c'est même pas du capitalisme en fait, hein. C'est que l'interventionnisme. Parce que et eux, ce qu'ils vont dénoncer comme un monde ultralibéral, pour nous, c'est justement le monde ultra étatiste où l'État a le contrôle sur la monnaie, sur les taux de change. Enfin voilà, enfin il y a tout ça. Pour le reste, même ce que eux vont appeler capitalisme de finitude, etc., c'est absolument pas du capitalisme, quoi. Mais on en reparlera. Et juste pour revenir du coup sur la vraie définition, parce que la vraie définition du néolibéralisme, au final, on peut l'associer à parce que moi, à mon sens, quand j'entends néolibéralisme, je vois ça comme bah, le keynésianisme, ouais, un mix entre le keynésianisme et l'école de Chicago, où en gros, il y a un libre marché, mais il y a un interventionnisme et un État qui est censé maintenir une concurrence pas non déloyale. C'est comme ça que je l'entendais, mais je sais pas si ma définition elle est correcte, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, c'est le néolibéralisme, c'est ça, c'est en fait c'est ce marché libre, dans lequel on a quand même un interventionnisme étatique, bah, pour la gestion la gestion déjà de la monnaie, la gestion des taux directeurs des banques centrales, et toujours ce rôle en fait de la force publique comme prêteur de dernier ressort si jamais tout part à volo. Et le monde néolibéralisme, en fait, c'est ça, c'est un peu ce monde où on va avoir cet État qui sera en lame de fond présent pour sauver les miches aux acteurs économiques
et si jamais tout part à volo, en fait, il y a toujours en fait cette garantie qui est là. Et ce néolibéralisme, en fait, c'est là où on peut dire qu'il est débridé, c'est-à-dire qu'en fait, vu que tu mets un filet de secours, pardon, un filet de secours au marché. Et en fait, ça va totalement inciter les mauvais comportements. Donc, c'est-à-dire que les mauvais acteurs économiques vont être incités à faire beaucoup plus d'erreurs, sachant qu'en fait, qu'ils ne paieront jamais les conséquences de leurs propres erreurs. Et ça, c'est totalement contraire justement au marché libre, c'est totalement contraire au capitalisme, hein, parce que le capitalisme, justement, tu n'as jamais de prêteur de dernier ressort, tu n'as jamais ça. Et quand tu perds, tu perds, et quand tu gagnes, tu gagnes. Là, le néolibéralisme, vu qu'on a toujours cette dose d'interventionnisme, ce contrôle de la monnaie par l'État, bah, il y a pas tellement... Tu peux jouer sans avoir peur de perdre, et tu peux gagner, mais le gain, il est encore... je sais pas si on aura le temps d'aller là-dedans dans ce sujet pendant la vidéo, mais le gain lui-même est assez critiquable. Donc avec des effets comme l'effet cantillon, ce genre de choses. Ouais. Si je peux rajouter quelque chose, pour moi, un peu le néolibéralisme, ça se caractérise avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec l'arrivée de toutes les institutions supranationales, internationales. On se dit en fait, on dérégule à l'état national, mais avec une régulation cette fois supranationale. Où d'un coup, en fait, on se dit il y aura plus de guerre, il y aura plus de problèmes, parce que on va permettre les échanges économiques entre les différentes régions, mais en protégeant à chaque fois les grands acteurs, parce qu'en fait les seuls qui ont un pouvoir sur ces organismes supranationaux, c'est justement ceux qui sont capables de faire du lobbying. Et donc en fait on se retrouve dans un capitalisme de connivence qui est même plus à l'état national, mais à l'état supranational, avec des trucs qui sont de plus en plus gros. Et en fait ça fait qu'on se retrouve en même temps avec la notion de too big to fail, qui devient réelle en fait, parce qu'on a tellement protégé, tellement permis, en fait, une sorte de une symbiose entre les méga entreprises, les entreprises internationales et tout, avec les gouvernements, on se retrouve avec des trucs genre juste immondes. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais après, pour eux, si tu veux, le néolibéralisme, c'est ça, c'est cette ouverture globale au marché où on dérégule, on fait en sorte que le marché soit libre et ouvert. En fait, c'est comme ça qu'ils vont le présenter, avec un rôle justement très minime de l'État et de la force publique dans ce fonctionnement-là. Enfin, eux, c'est comme ça qu'ils pensent que ça fonctionne, le monde actuel. Mais c'est absolument pas comme ça que ça fonctionne, parce que tu auras toujours des institutions qui seront toujours en effet derrière pour corriger le marché, malheureusement. C'est-à-dire corriger, c'est-à-dire qu'ils pensent que le marché n'est pas efficient, donc ils vont se sentir obligés d'intervenir pour le corriger. Et eux, ce qu'ils pensent être un monde de libre-échange ne l'est pas réellement, en fait. Parce que quand tu as des institutions internationales comme le FMI, quand tu vas avoir chaque pays qui va avoir sa propre politique monétaire, des taux de change entre les devises internationales, quand tu vas avoir justement aussi cette division du travail basée justement sur des indicateurs comme le PIB, on va avoir les consommateurs, les producteurs, etc., avec chaque économie qui va être dopée à la dépense publique pour justement essayer de s'aligner sur sa partie du PIB à booster. Il y a absolument rien de libre-échangiste, enfin, de libre-échange là-dedans, pardon. Et t'as au contraire une sorte... le monde dans lequel on vit aujourd'hui n'a absolument... C'est pas le marché libre qu'on a connu à la fin du 19e, début 20e siècle, avant la Première Guerre mondiale, hein, avec une monnaie unique, etc., et un rôle très, très restreint des gouvernements avec zéro banque centrale qui existait. Hein. Le monde aujourd'hui, c'est un monde totalement éclaté, fragmenté de juridictions monétaires, budgétaires indépendantes les unes des autres, qui vont faire chacun leur tambouille de leur côté en prétendant justement qu'elles sont dans un marché libre. Ce qui n'est absolument pas le cas. Et le mercantilisme, comment tu définis ça? Parce qu'ils justement, ils en parlaient, ils disaient qu'on partait d'un capitalisme néolibéral vers un capitalisme de mercantilisme. Ouais, alors, pour donner une définition très rapide du mercantilisme, c'est un vieux courant économique en fait qui date je crois, 17e siècle, je crois, si je dis pas de bêtises, où grosso modo, pour faire simple, le mercantilisme, c'est cette vision qui en fait, tu vis dans un monde où les ressources sont finies, les biens produits sont finis, la richesse est finie. Alors pas forcément finie dans le sens où on peut l'accepter aujourd'hui d'un point de vue écologique, etc., mais en tout cas limité. Et le but du jeu pour chaque État, chaque entreprise, chaque corporation, c'est en fait d'essayer de récupérer la plus grosse partie du gâteau. Il est fini, donc on va essayer de prendre la plus grosse part pour nous. Donc en gros, ça, à l'époque, donc là, en France, nous on connaît bien ça avec le colbertisme, qui est assez connu. En fait, à l'époque, c'était tout simplement d'avoir un interventionnisme politique dans l'économie, booster la production, avoir uniquement un excédent
un excédent commercial, hein, c'est-à-dire vendre plus que ce qu'on achète à l'étranger, c'est-à-dire en contrepartie accumuler le maximum d'or, qui est lui aussi, rappelons-le, dans la logique mercantile, est totalement fini. Donc le but du jeu, en fait, c'est d'amasser le plus de pognon, sachant que le pognon, il est limité, et c'est une sorte de concurrence comme ça entre les nations, où chaque nation va avoir sa propre politique protectionniste mercantiliste, hein, et dans le but en fait uniquement d'accumuler le plus d'or, tout simplement, le plus d'argent. Donc c'est la vision, c'est du protectionnisme, c'est la mise en place de monopoles, c'est la guerre aussi entre nations sur les ressources. Voilà, grosso modo. Ouais. Et ben, je vous propose qu'on continue alors. Voilà. Salut. Et si c'était la fin du néolibéralisme? Pas la fin du capitalisme, hein, juste la fin du néolibéralisme, donc du logiciel capitaliste du moment. Pour bien comprendre toute cette histoire, il va nous falloir une analogie qui parle à tout le monde. Alors, imaginez que le capitalisme soit comme un genre de centre commercial. Vous y trouvez plein de boutiques qui se font concurrence, remplies de produits divers et variés. En cours d'économie, quand on Alors, je vais jamais les laisser parler, mais c'est juste que là, je trouve que l'image qu'ils ont pris, elle est désastreuse. C'est un drame. Elle est tellement parlante, en fait, de leur compréhension. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que, en fait, pour eux, le capitalisme, la seule image qui leur vient, c'est un centre commercial où il y a des États. Et genre, t'as plein d'États qui se font concurrence. Et si tu parles Aïe. de ça, forcément qu'après, tu vas déblatérer avec des conneries. C'est... Ce que je comprends pas, c'est comment, à la fois, ils peuvent autant tirer sur les entreprises, les riches, et dénoncer les travers du capitalisme, et faire une explication du capitalisme où ils vont te présenter des États. C'est qu'en plus, c'est assez... Je trouve ça assez Là, incohérent. là où on pourrait un peu être d'accord avec eux, c'est en fait, toi, c'est la vidéo, j'ai regardé vite fait avant qu'on commence le live. C'est vrai qu'il y a des choses, tu te dis, mais en fait, ils ont raison dans ce qu'ils vont présenter factuellement dans l'information, dans tout ça. Par contre, ils ont une lecture qui est totalement à côté de la plaque, en fait. Par exemple, tu vois, la notion de ce centre commercial avec différents pays, d'un côté, là, on pourrait dire que l'image, elle est assez vraie. C'est-à-dire que tu vas avoir, en fait, cette organisation mondiale de différentes juridictions qui vont justement s'accorder pour dire, bah, tu vas produire, toi, tu vas machin. Et cet accord entre eux, à la rigueur, c'est vrai, mais c'est absolument pas le gars qui se balade dans le centre commercial qui va décider, en fait. C'est-à-dire, il va pas décider, bah tiens, je vais acheter ça je vais acheter tel produit, machin. Non, non, ça a été décidé en amont. C'est-à-dire que il faut vraiment s'intéresser, d'ailleurs, pour ceux qui écoutent, à comment fonctionnent les indicateurs de richesse comme le PIB, comment, d'ailleurs, des auteurs comme Jeff Booth dans Le Prix de demain vont décrire ça. Ça, c'est bien résumé. Ça, grosso modo, le but, c'est que quand tu vas avoir des monnaies nationales, des monnaies fiat, avec des taux de change entre monnaies, avec des indicateurs comme de production, de dépenses, d'investissement, d'exportation nette dans le PIB, en fait, chaque pays va prendre un de ces indicateurs et pour essayer de jouer justement sur comment est-ce qu'ils vont essayer de booster leur PIB. Donc, par exemple, c'est la Chine qui, elle, va être productrice, exportatrice nette, hein, c'est comme ça qu'elle va faire l'essentiel de son pourcentage de croissance, hein. Elle va pas tellement le faire sur la consommation interne parce que son marché interne n'est pas suffisamment développé, même si aujourd'hui c'est plus le cas. Et par contre, si tu prends l'augmentation du PIB pour l'Occident et les États-Unis, l'essentiel de l'augmentation du PIB en Occident et aux États-Unis, c'est la hausse de la consommation. C'est pas tellement lié à la production ou aux exportations nettes. Et c'est un peu une sorte d'accord comme ça entre pays, c'est-à-dire on va délocaliser tout notre appareil productif, donc ce qui est la vraie richesse des pays, hein, la structure du capital, chez toi. Comme ça, nous, on va jouer sur la consommation pour booster notre PIB, notre richesse. Notre fausse richesse, et vous allez vous mettre essentiellement sur la production. Et c'est un peu un accord comme ça entre les différentes boutiques du centre commercial, quoi. Et chacun va jouer ensuite sur sa monnaie nationale pour justement dévaluer et surévaluer la monnaie avec les taux directeurs pour justement que leur monnaie soit plus ou moins compétitive à l'export, plus ou moins compétitive à la consommation internationale, quoi. Et c'est ça, en fait. Cette vision du centre commercial, elle est absolument vraie. C'est-à-dire, c'est une sorte d'organisation de boutiques, hein, qui vont chacune choisir un rôle, hein, à jouer. Par contre, c'est absolument pas le consommateur qui se balade au centre qui lui décide, en fait. On l'a déjà décidé Et pour puis lui. surtout pour moi, c'est la définition du capitalisme actuel, c'est-à-dire de connivence, mais c'est pas la définition traditionnelle du capitalisme de base, surtout. C'est que là, ça décrit bien la réalité, et c'est d'ailleurs ça qui est perturbant avec eux, c'est qu'ils sont souvent assez lucides sur le constat. C'est juste que ils l'orientent vraiment pas du tout comme il est vraiment orienté, et ce qui fait que derrière, c'est assez désastreux sur l'analyse et sur les préconisations. C'est que derrière, à chaque fois, ils vont. En fait, le problème, c'est l'État. Ils vont
pointer quelqu'un d'autre du doigt, puis après ils vont venir te dire bon bah du coup il faut plus d'État. Ouais. Et en fait, bah à la fin, tu te retrouves bloqué. C'est ça. On apprend l'histoire du centre commercial capitalisme, on nous parle souvent des différentes politiques économiques, des différentes tactiques ou méthodes de gestion qui ont été employées par les gouvernements pour faire tourner leur boutique. Au 19e siècle, on pensait que les politiques n'avaient même pas besoin de méthode. Il suffisait de laisser faire les entreprises. On parle aussi d'ultralibéralisme. Des patrons qui se font concurrence et qui font advenir la loi du marché, c'est tout ce dont on aurait besoin. Juste Ouais. pour qu'on remette les termes au clair, en fait, le capitalisme, c'est quoi? C'est tout simplement l'organisation sociale de division du travail, de spécialisation des compétences entre les individus, sans intervention de la force publique. Donc le capitalisme, c'est juste ça, en fait. Il n'y a pas d'autres mots, enfin, il n'y a pas d'autre définition que celle-ci. Donc déjà, pour eux, ce qu'ils vont appeler l'ultra-néolibéralisme, en fait, c'est la définition du capitalisme de la fin du 19e. C'est-à-dire qu'on a quasiment pas d'intervention, il n'y a même pas d'intervention à l'époque, on est sous l'étalon or, c'est-à-dire que sous l'étalon or, il n'y a même pas de politique monétaire, il n'y a pas de banque centrale, il n'y a pas de manipulation de ça, et en fait le rôle le poids de l'État dans l'économie était vraiment ridicule. Hein. Quand tu prends l'empire anglais avant la Première Guerre mondiale, surtout l'empire anglais, on n'a même pas, je crois, 200 000 fonctionnaires en tout, quoi. Le poids de l'État est vraiment minime, c'est vraiment le privé qui gère tout, quasiment. Et déjà, c'est ça. Donc, le capitalisme, la définition, c'est ça. Eux vont appeler l'ultralibéralisme. Voilà. Et après, sur tous les autres termes, j'ai envie de dire, pour ceux qui écoutent, quand ils vont parler de néolibéralisme, juste pensez néo-étatisme, ou néo-keynésianisme, néo-interventionnisme, je sais pas. Et dès qu'ils vont vous parler de capitalisme, eux, la manière dont ils voient le truc, pensez juste qu'ils ont juste la mauvaise définition du mot, en fait, parce que là, ça va pas. Et toi, qu'est-ce que tu penses du fait que c'est choisi et réfléchi? Parce que je suis pas sûr que chacun, là par exemple les deux présentateurs, euh, soit conscient que peut-être derrière ces jeux d'utilisation des mots, il y a vraiment une technique pour roder les règles du jeu, tu vois, recadrer un petit peu le débat. Alors que quand tu lis des auteurs et surtout les communistes, l'URSS et tout, tu vois que c'était vraiment des techniques employées. On parle de la novlangue, de genre de choses qui sont décrites dans 1984. Et là, je sais pas si eux en sont conscients, mais ils sont carrément en train de réutiliser ces armes, ces outils qui ont été mis à disposition pour détruire le débat en fait. Où en fait la communication entre eux et nous est impossible. Et eux, ils sont juste en train de créer une bande de mecs qui vont devenir des zadistes, qui vont faire les grèves dans la rue et tout, les manifs, mais qui comprennent rien en fait, et qui jouent avec des mots, des définitions qui sont complètement erronées. Ouais, après, je sais Et pas si c'est... je complète ce que tu dis. C'est que les commentaires sous la vidéo confirment ce que tu dis, c'est terrifiant. Hein. C'est-à-dire que tu as une armée de gogoles qui sont en mode heureusement que vous remettez les bons termes sur les bons mots, que vous rétablissez la vérité, machin. C'est terrifiant. Ouais. Non, mais après, juste pour répondre rapidement à Victor, je pense pas qu'ils ont conscience en fait peut-être qu'ils en ont conscience et du coup ils sont purement malhonnêtes et menteurs. Mais je pense en fait qu'ils en ont pas tellement conscience parce que pour eux le capitalisme c'est toujours cette alliance du capital, le méchant capital avec le politique. Donc le premier corrompt le dernier en fait, hein, tout simplement parce que le politique est toujours bon, le législateur est toujours bon, c'est juste qu'il se laisse corrompre par le méchant marché avec les intérêts égoïstes en fait du grand capital. Et pour eux en fait c'est ça la vision qu'ils ont du capitalisme en fait, c'est toujours ce privé, ces monopoles privés qui se sont construits en utilisant justement la force de travail des travailleurs et qui manipulent comme ça les pays pour justement essayer de maximiser leurs profits. C'est un peu la mauvaise vision qu'ils ont de ce mot-là. Et du coup, quand eux parlent de capitalisme, en fait, ils ont tout ce logiciel déjà extrêmement négatif qui est sous-jacent. Ils n'ont pas la neutralité du terme, hein, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Ils ont déjà une grille de lecture idéologique et politique dans le mot même. Et c'est absolument pas anormal justement que ces personnes parlent du capitalisme en ces termes, parce qu'ils ont tout simplement dévoyé le mot, ils en ont vidé le sens, ils l'ont remplacé par une autre définition. Et en effet, on entend parler de Victor, mais c'est une vieille technique en fait qui est utilisée depuis des décennies. Hein. Tu as juste à lire Friedrich Hayek dans la Constitution de la liberté et la route de la servitude. En fait, il dit bien que l'une des premières choses auxquelles vont s'attaquer
s'attaquer les socialistes, auxquels vont s'attaquer les keynésiens, auxquels vont s'attaquer justement tout cet appareil en fait dont le boulot va être de légitimer l'intervention de l'État dans l'économie. Leur première tâche, avant même de légitimer, c'est tout simplement de prendre les termes et les changer. Donc la liberté n'est plus la liberté, le capitalisme n'est plus le capitalisme, l'égalité n'est même plus l'égalité, et on va tout simplement vendre comme ça un nouveau package aux gens en leur disant mais si, ce que vous pensez être la liberté économique, en fait, c'est ça, alors qu'au final, que quand tu regardes, ce qu'eux vont dénoncer comme étant du néolibéralisme ou l'ultralibéralisme, en fait, ne correspond absolument à rien de ce qui est réel. Et je crois, hein, pour souligner ce que tu dis, que c'était le cas d'Alexandre Solzhenitsyn en Russie, qui avait passé un bon temps au goulag, et qui en ressortant avait passé du temps à réécrire des mots et des définitions justement pour remettre des vrais termes sur les vrais mots. Parce qu'il s'était rendu compte que c'était la première arme de destruction massive que l'URSS avait. Totalement, ouais. C'était de tronquer les définitions, et c'est ça. Et aujourd'hui, c'est fou parce que tu parles avec un socialiste juste du terme liberté, qui est pour moi un terme assez simple et assez évident. Mais c'est fou comme en fait on diverge en fait. On n'est plus, alors que c'est un mot simple et qui devrait être une évidence. Et comme tu dis, c'est après derrière, tu peux tout faire quoi. C'est l'histoire des idées, hein, c'est la liberté. Faut lire Benjamin Constant avec les libertés des anciens, les libertés modernes. Eux, pour tout vient de Rousseau en quelque sorte, hein, Jean-Jacques Rousseau, grosso modo. Pour juste terminer là-dessus avant qu'on continue la vidéo, si tu prends typiquement le mot liberté, pour eux, les libertés ne peuvent se vivre que dans le cadre du collectif, toi. Elles peuvent jamais se vivre véritablement d'un point de vue individuel. Et eux, la liberté, c'est forcément quelque chose qui est garanti par le législateur, par la force publique. Alors que du coup, pour un libéral, la liberté, c'est tout simplement faire ce que tu veux avec ce que tu as. C'est-à-dire, c'est à partir de ta propriété privée, mener ta vie, ta quête du bonheur comme toi tu l'entends. Sans justement et quand tu respectes en fait ça, c'est-à-dire faire ce que tu veux avec ce que tu as, tu acceptes en fait de facto que l'autre peut faire ce qu'il veut avec ce qu'il a, et cette reconnaissance de ta propre propriété, de toi-même, de tes biens, du coup elle va automatiquement être faite aussi sur autrui, l'autre individu. Et toi, le socialiste, il réfléchit absolument pas comme ça, quoi. C'est-à-dire que tu peux être libre sans que tu aies forcément besoin de jouir de ta propre propriété, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'il voit le truc. Ça me fait penser à une note dont on parlait avec Alex en bas de page du livre de Frédéric Hayek, La route de la servitude, où je crois que c'est dans les 20-30 premières pages, où il cite, je crois, un autre auteur de l'époque, et qui disait on pourrait résumer l'ensemble de la pensée de gauche socialiste par juste l'inversion des termes liberté et pouvoir. Et qu'en gros, pour eux, la liberté, c'est le pouvoir de pouvoir se défaire des contraintes, souvent économiques, en fait, les contraintes du réel. Et en fait, si on arrive à les acquérir via souvent, en fait, le groupe et le fait de sacrifier des membres, parce que je sais pas, ils vont devenir quasiment les esclaves du groupe, comme on l'a vu dans pas mal de sociétés tyranniques communistes. Et aussi, je voulais rajouter, il y a quelque chose qui illustre bien tout ça et qui permet de faire de comprendre un peu c'était quoi la méthodologie. C'est l'interview de Yuri Bezmenov, un ancien agent du KGB. Je sais pas si t'en as entendu parler, toi, Ulrich. Oui, je vois, ouais. Qui est excellente, qui dure, je crois que ça dure quasiment 1 heure normalement. Ouais, 1h03. Je vous le conseille, je crois qu'elle est traduite maintenant. Et il explique voilà tout ce qui s'était passé comme propagande, tous ces mécanismes dont on a parlé pour subvertir l'Occident et le vrai capitalisme. Et dernier truc, moi, que je voulais rajouter, comme ça, on clôt ce sujet, mais c'est que je trouve que c'est souvent la notion et c'est là où ils ont tronqué, c'est qu'ils ont remplacé le droit de par le droit à. Et en fait, ça change tout. À partir du moment où tu as le droit de faire ce que tu veux, qui est sain, tu as le droit à une vie paisible, tu as le droit à manger, tu as le droit au logement, et en fait, avec ça, tu tends automatiquement vers le socialisme parce que tu accordes des droits, alors que non, en fait, t'as juste c'est le droit de, et d'un point de vue législatif, je trouve que ça change toute la notion, et du coup, tu déresponsabilises l'individu par rapport au groupe, parce que forcément, si tout le monde a le droit à, va falloir en sacrifier quelques-uns pour le bien commun, quoi. On les laisse parler. Le rôle des États se cantonnerait aux régaliens, police, justice, armée et rien d'autre. Donc pas de protection sociale, pas de politique industrielle non plus.
Pas de politique industrielle, ça veut dire que rien dans les boutiques ne devait être produit ou vendu par les États. Voilà. On pensait que le capitalisme se régulait par lui-même. Mais à partir de 1945, donc suite à la crise de 29 qui mène à la Seconde Guerre mondiale, l'idée qui domine chez les économistes et les politiques devient que, en fait, il semblerait bien que l'État ait un rôle à jouer pour faire fonctionner le système. La tactique de gestion à employer dans les boutiques passe du laisser-faire au keynésianisme. Les États doivent intervenir à la fois dans le social, école publique, santé publique, protection sociale, mais aussi dans la production de richesses, entreprises publiques, politique industrielle et même carrément planification. Les patrons ne décident plus seuls de ce qu'il faut fabriquer dans la boutique. Les politiques ont leur mot à dire. À ce moment-là, l'objectif des États, c'est la réduction du chômage, parce que les taux de chômage records de la crise de 29 sont encore dans tous les esprits. Mais finalement, la gestion keynésienne des boutiques entre en crise dans les années 70. Le chômage refait surface et il est accompagné d'inflation. Donc, on change à nouveau de tactique. On passe du keynésianisme au néolibéralisme. On se met à penser que l'État ne doit intervenir. Juste sur la période 1929, fin de la Seconde Guerre mondiale et après les années 70, là où justement ils vont parler de keynésianisme à cette époque-là, juste pour rappeler une chose, c'est que la crise de 29, elle est absolument pas causée par justement ce marché libre, ce ultralibéralisme qu'il dénonce. La crise de 29, elle est causée tout simplement par l'expansion de la masse monétaire à la fin de la Première Guerre mondiale dans le marché américain, qui va mener justement à une survalorisation des actifs sur le marché. Et puis à un moment donné, tout va péter. T'as Rothbard qui a écrit justement un bouquin sur la grande récession de 1929, où justement il analyse l'évolution de la masse monétaire entre 1919 et 1929, où tu vois sur à peu près une décennie, la masse monétaire en dollars qui est multipliée par 3 et l'essentiel de cette masse monétaire s'est retrouvée sur les marchés. Ce qui s'est pas trop vu à l'époque parce que tu étais aussi dans un contexte de gain de productivité qui était assez hallucinant dans l'économie, donc t'avais un contexte qui était quand même assez particulier. Et là où c'est très important aussi de dire une chose, c'est que quand intervient la crise de 29 n'est pas tellement du coup une faillite du marché libre, du capitalisme, mais plutôt justement une faillite de l'interventionnisme de la Fed qui a justement multiplié la masse monétaire, et ce qui a donné justement la crise de 29. Et quand tu prends d'ailleurs une autre récession qui a connu les États-Unis dont personne ne parle, c'est la récession de 1919-1921 à la fin de la Première Guerre mondiale, où justement on a eu une économie américaine qui s'est totalement recalibrée d'une économie de guerre vers une économie civile avec beaucoup d'anciens combattants qui revenaient à la maison pour bosser. Donc tu as une hausse spectaculaire du chômage, une petite récession qui a été assez violente. Mais la première récession américaine du début du XXe siècle, elle s'est résorbée en moins d'un an en fait, parce que la Fed n'est absolument pas intervenue dans le marché, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de la relance keynésienne, ils n'ont pas justement fait cette politique antidéflationniste à la fin de la Première Guerre mondiale, et ils ont laissé le marché se rééquilibrer lui-même, et ce qui a donné en fait une récession qui a été réglée en moins d'un an. C'est-à-dire que le capital s'est réalloué naturellement dans le marché, les entrepreneurs qui avaient eux-mêmes des fonds ont tout racheté. Et par contre, la crise de 29, dont eux ils parlent, justement, donc elle était déjà causée par le politique qui a manipulé les taux et la masse monétaire, et ensuite elle a été aggravée par le politique parce qu'après la crise de 29, cette crise elle a perduré pendant toute la décennie. D'ailleurs ils en parlent très bien, elle a perduré jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, parce que après justement le 29, tu as le New Deal de Roosevelt, tu as eu tout cet interventionnisme étatique d'intervention dans l'économie qui a fait que en fait, qu'il a empêché le marché de se réajuster lui-même, c'est-à-dire d'évacuer les mauvais acteurs, de réallouer le capital là où il était le mieux utilisé. Et eux, ce qu'ils vont présenter en fait comme une faillite du capitalisme n'en est pas une, c'est une faillite de l'étatisme et d'une mauvaise politique monétaire. Et ce qu'ils vont présenter eux comme une récession qui a été extrêmement atroce, en fait, était une récession qui a été tout simplement un rectificatif de la mauvaise gestion des années 20, qui a été ensuite aggravée dans les années 30 par un politique qui pensait que son interventionnisme allait régler en fait le problème de 29, alors que c'était absolument pas le cas. C'était un désastre économique, même pour les libertés. Faut regarder ce que le New Deal de Roosevelt en 1933. C'était extrêmement compliqué, quoi. Ouais. Voilà. En fait, c'est l'analogie que j'aime bien, moi, par rapport à cette crise, mais même en général, c'est vraiment l'analogie d'un drogué. En fait, les économies commençaient à se droguer à l'argent public. Puis en fait, il y a eu une grosse descente. Et là, au lieu de se dire, faut peut-être arrêter la drogue, ils se sont dit non, faut qu'on commence à se shooter avec autre chose de beaucoup plus violent et en beaucoup plus grosse quantité. Et donc au début, en fait, ils ont fumé de la weed pendant quelques années, puis ils sont passés à la coke. Et ils se sont dit allez, on continue. Et ouais, là on en revient vraiment au point
qu'on disait au début, c'est qu'ils racontent la même histoire, mais ils en changent les termes, ils en changent les responsables. Et là, le problème, c'est que tous les auditeurs de ce torchon, et on le voit dans les commentaires, ils sont là, ah oui, heureusement que vous nous avez rappelé que c'était ça, ah oui, maintenant on comprend mieux, allez, plus d'État, vive le socialisme. Et je trouve ça criminel. Ouais, bah c'est juste qu'ils creusent pas la réalité, quoi. Et pour ceux qui écoutent, moi je vous invite à vous intéresser justement à comment fonctionnent les cycles économiques tels qu'ils sont décrits par les économistes autrichiens, en fait, c'est totalement différent de ce que eux, qui sont des économistes post-keynésiens, vont présenter, en fait. C'est-à-dire que le problème de la crise, c'est pas la crise de 29. En fait, la crise, elle a été créée dans les années 20, et la crise de 29, pour un économiste autrichien, c'est le rectificatif. Alors que pour un keynésien, ça sera le haut de la crise, hein. Donc il y a deux temporalités différentes, il y a deux causes différentes à tout ça. Et après, voilà, intéressez-vous à comment fonctionne le signal prix, comment fonctionne le taux d'intérêt pour le marché, le signal qu'il envoie à l'entrepreneur, au consommateur. Et en fait, il faut juste s'interroger qu'à partir du moment où on manipule la masse monétaire, donc on floue le signal prix, le signal de l'épargne réellement disponible dans la population, on induit en fait le marché en erreur. Et les mauvaises allocations du capital, en fait, se terminent toujours en récession, quoi. Que dans le social, donc fini les politiques industrielles et la planification, ce sont à nouveau les patrons qui décident de ce qu'il faut produire. Ensuite, l'État prend un rôle d'arbitre des marchés. Il doit s'assurer que la concurrence règne en brisant les monopoles. On ne voudrait pas qu'une seule entreprise vende tous les jeans du centre commercial. Et puis finalement, les États doivent aussi s'entendre entre eux pour favoriser le libre-échange. Donc la mondialisation du commerce et des flux de capitaux. Ça veut dire que dans le centre commercial capitalisme, là, on essaie de rendre les frontières entre boutiques, entre États, aussi invisibles que possible pour les consommateurs et les investisseurs. Donc, pas de droits de douane et possibilité pour les financiers, quelle que soit leur origine, d'investir dans n'importe quelle boutique. Pour finir, parce que la crise des années 70 était inflationniste, les États commencent à surveiller l'inflation en priorité, plutôt que le chômage. Donc, laisser faire, puis keynésianisme, puis, et c'est normalement la tactique actuelle, néolibéralisme. Mais depuis 2016, donc sous Trump, Biden, puis à nouveau Trump, on a l'impression que les US ont encore changé de tactique. Déjà, ils remettent en question le libre-échange. Il y a des droits de douane qui sont apparus dans tous les sens. Ils protègent leur monopole, parce qu'on les a vus essayer de sérieusement démanteler leurs GAFAM. Ils mettent en place des politiques industrielles. Ils cherchent à relocaliser des industries stratégiques, hein. On peut penser aux microprocesseurs ou à la production d'énergie. Et puis, le Trump de 2025, là, avec ses tarifs douaniers massifs, il n'est pas du tout en train de lutter contre l'inflation. Au contraire. Ok, donc les US n'utilisent apparemment plus la technique néolibérale pour gérer leurs boutiques depuis au moins 2016. Mais en même temps, la Chine non plus n'utilise pas le néolibéralisme. Juste sur la période qu'ils décrivent, donc la période des années 70 jusqu'à 2016, donc eux qui vont présenter comme une période où on est sur du néolibéralisme, où il n'y a pas de front. Enfin, on essaye de minimiser au maximum les frontières entre les États, de fluidifier au maximum le commerce international, et où l'État a un rôle de pur arbitre des marchés, en fait. Ce que eux présentent comme une sorte de stade suprême du capitalisme n'est absolument pas vrai. Le commerce international aujourd'hui, il faut vraiment se rendre compte d'une chose, c'est qu'il fonctionne absolument pas comme ça. C'est-à-dire que c'est pas un commerce international qui est totalement ouvert et débridé. À partir du moment déjà où tu vas avoir non pas une seule monnaie unique sur le marché, mais une myriade de monnaies fiat, hein, avec les taux de change qui vont avec l'arbitrage que tu vas avoir aussi avec tout ça, tu n'es pas en fait dans une économie libre. C'est-à-dire que la monnaie que toi tu peux pas l'utiliser telle quelle dans une autre juridiction pour acheter les choses que tu veux. Tu dois d'abord passer par des réserves de change. Donc la réserve de change du coup va d'abord se faire en dollars, parce que si tu prends un petit pays à la con, personne ne veut ta monnaie, donc il est obligé de détenir de la dette américaine pour se faire des réserves de change et ensuite convertir en fait sa monnaie là-dedans, donc en achetant des titres du trésor américain, parce que tout simplement son vendeur, lui, voudra du dollar et non pas autre chose. Donc déjà, d'un point de vue purement monétaire, tu n'as absolument pas de liberté, en fait. Tout est déjà piloté par la politique de la Banque centrale américaine, hein. On ne se rend pas compte, hein, du poids qu'elle a réellement dans l'économie mondiale. Donc déjà, faut rétablir cette réalité. Et je rajoute juste un tout petit point sur ça, en complément, c'est que ce que tu dis est très vrai d'un point de vue économique, mais c'est aussi du coup vrai d'un point de vue juridique avec l'extraterritorialité du dollar, qui fait que non seulement tu dois utiliser le dollar, mais du coup tu dois t'accoutumer des règles américaines de facto, ce qui est d'une extrême violence, hein. Parce que du coup en fait tu totalement. commerces, tu peux plus faire de commerce bilatéral, c'est toujours tripartite, c'est entre
toi, la personne avec qui tu commerces et les États-Unis qui se placent en arbitre et en parasite. Totalement, C'est surtout, hein. exactement. Ouais, totalement, avec les fortes incitations pour les pays à détenir des titres obligataires américains. Prends par exemple le Japon après la Seconde Guerre mondiale, justement, enfin, tu as plein d'exemples comme cela. Et eux, ce qu'ils présentent comme un monde extrêmement ouvert d'un point de vue purement du libre-échange n'est absolument pas vrai, quoi. Ne serait-ce que du point de vue purement monétaire, c'est absolument pas vrai. Et après, du point de vue purement économique, entre les flux des capitaux, les flux des marchandises, des individus, c'est absolument pas le cas non plus. Et, euh, et je crois qu'ils en reparlent plus tard, mais ils parlent aussi des monopoles. Alors les monopoles, ça c'est un grand sujet aussi en économie. C'est quelle est l'origine des monopoles, comment ils sont créés, qui les a créés et quelles sont vraiment leurs origines profondes. Et eux, ils vont présenter justement ces monopoles comme les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, etc., comme étant en fait tout simplement ce capitalisme arrivé à son stade suprême d'entreprises ultra capitalisées, ultra financiarisées, qui sont en fait qui est la logique ultime du capitalisme. Alors que quand tu prends tout simplement l'histoire économique, l'histoire telle que l'on la connaît en économie depuis le 18e, 19e siècle, les monopoles sont essentiellement dus à l'intervention du politique dans l'économie, qui vont justement favoriser une industrie nationale au détriment des autres industries, donc faire du protectionnisme, tarifs douaniers, favorisés par la commande publique et les subventions massives tel ou tel secteur, ou accorder des marchés monopolistiques à telle ou telle entreprise. Et c'est plutôt comme ça en fait que les monopoles, on va plutôt les lire à l'échelle de l'histoire, et ils sont absolument pas dus en fait au marché libre, tout simplement parce que le marché libre, je vais pas aller dans le détail là maintenant, mais tout simplement par le simple fait que le marché libre favorise la concurrence, tu peux pas maintenir en fait des monopoles sur la durée de manière efficace, hein, parce que l'économie c'est avant tout une utilisation de l'information, etc. Et les monopoles ils peuvent exister, mais de manière très très brève dans le marché libre. Et le simple fait qu'il y ait la concurrence, en fait, ça évacue les monopoles type GAFAM, etc. Hum. Et puis surtout, moi, il y avait un point que je trouvais intéressant, même sur le concept de concurrence et donc de monopole, c'est que qu'il y a un monopole en soi, imaginons une entreprise privée qui produit quelque chose, qui est seule à un instant T, et c'est juste la meilleure. Il n'y a pas de problème en soi. Et en fait, pour moi, c'est comment est-ce qu'on perçoit la concurrence aussi, qui est souvent assez biaisée. C'est qu'en fait, pour beaucoup, la concurrence, il faut qu'il y ait plusieurs entreprises en concurrence. Alors qu'en fait, pour moi, la concurrence, ça se détermine a priori, c'est-à-dire est-ce que quelqu'un est en mesure de concurrencer telle entreprise? Est-ce qu'il n'y a pas de barrière législative? Est-ce que c'est possible? Si oui, alors il y a concurrence et on s'en fout qu'il y ait plusieurs entreprises ou pas. C'est juste que s'il n'y en a pas plusieurs, c'est-à-dire que le coût d'opportunité pour créer une entreprise pour concurrencer l'entreprise en monopole n'est pas assez intéressant. Et donc, en fait, pour l'instant, l'entreprise en monopole va subsister jusqu'à ce qu'elle passe soit une qualité médiocre, que quelqu'un se dise je vais faire mieux, soit qu'elle augmente tellement ses prix que quelqu'un va se dire ok, là il y a un coût d'opportunité à produire moins cher et donc à gagner une part de marché. Et je trouve que il vaut mieux l'analyser comme ça plutôt que de prendre une photo à l'instant T de ok, il y a une seule entreprise, bon bah il y a plus de concurrence, c'est la merde. Exact, ouais. Et dernier point, je voulais juste revenir sur un truc qu'il disait pour le coup. Au début, il disait oui, maintenant, avec le modèle libéral, c'est le patron qui décide de ce qu'on va produire. Et ça, encore une fois, je trouve que c'est con, c'est tellement con. Aucun patron ne décide de ce qu'il va produire, c'est le marché, c'est le consommateur qui décide de ce qui va être produit. Parce que si un patron décide vraiment de ce qu'on va produire, ça va faire beaucoup d'invendus quand même, hein. C'est que généralement, tu te dis j'ai une idée, je vais la tester, mais c'est le marché qui décide de ce qui va être produit, et pas le patron. Exactement. Et encore une fois, c'est une version fantasmée de l'histoire. Ouais, non, mais c'est important parce que... Oui, vas-y, Victor. Pour compléter, mais il y a une façon en plus qu'elle a eu d'amener cette phrase, c'est de le comparer avec la décision étatique. Où en gros, c'est soit les patrons, soit c'est l'État, en mode les patrons ils sont tous d'accord, ils ont un plan, on va décider, on fait comme ça, comme s'il n'y avait aucun processus de marché, aucun processus entrepreneurial, tout est assez simple quoi. Ils ont leur petit plan entre eux, ils sont mis d'accord, on va produire ça cette année et ça l'année prochaine et genre, tu sais, ça crée un schéma mental pour le mec qui est en train d'écouter et il se dit ouais j'ai le choix entre deux puissances assez cohérentes, tu vois, qui sont quasiment pareilles.
Alors qu'il y en a, en fait, c'est une distribution d'informations qui est colossale. Entre avoir un État, un gouvernement, ou aller peut-être deux, trois qui sont la bataille pour obtenir le pouvoir, et une infinité quasiment d'entreprises, genre, c'est rien à voir. Et eux, ils la mettent comme si c'était la même chose. Ouais. Totalement. Tu voulais compléter, Ulrich? Non, bah, c'était juste pour dire embrayer sur ce que disait Victor tout à l'heure. C'est vrai que non, c'est toi qui disais ça, Alex. C'est vrai que c'est le consommateur qui est le décideur final sur le marché parce que c'est lui qui consomme. Et quand il va consommer ou quand il va s'abstenir de consommer tel ou tel bien, en fait, il influence directement la manière dont le capital il est utilisé par les entrepreneurs et les entreprises en amont de la production. Et par exemple, tout simplement pour faire un rapide exemple, c'est que un consommateur qui va bouffer des tomates, et ben en fait, sa décision de bouffer des tomates, en fait, ça va influencer que telle parcelle, tel hectare de terre, donc de capital productif, sera alloué à la production de tomates. Et ça fonctionne comme ça, en fait, le marché. C'est toujours la consommation finale qui décide de ce qui va marcher et de comment le capital sera utilisé, quoi. C'est absolument pas le patron. Le patron, il sert le consommateur. Et quand l'État commence à essayer justement de décider de ça, donc décider de la production, parce que du coup, il veut décider de la consommation, c'est là où justement la mauvaise allocation du capital a lieu, c'est là où justement le gaspillage du capital a lieu, et c'est ça qui est extrêmement compliqué et dommageable dans un monde qui est un monde qui est fini, un monde où justement l'écologie est importante, quoi. C'est plus ça en fait le problème et auquel il devrait vraiment s'intéresser. Voilà. Bien qu'elle intervient massivement dans son économie et qu'elle favorise le développement de monopoles. Quant à l'Europe, même si toujours très néolibérale dans sa manière d'agir, quand on regarde certaines recommandations qui sont faites pour son développement, on voit que ce ne sont pas forcément les méthodes néolibérales qui sont proposées. Le rapport Draghi, par exemple, dont on avait parlé dans une précédente vidéo, conseille plus de planification, donc d'intervention des États dans la production, et de champions européens, sous-entendu des monopoles ou des oligopoles. Conclusion, la tactique néolibérale de gestion des boutiques ne semble plus faire consensus dans le centre commercial capitalisme. Mais qu'est-ce qui pourrait le remplacer? Et c'est là qu'on a trouvé très intéressante la thèse développée par Arnaud Aurin dans son livre Le monde confisqué. D'après lui, non seulement le néolibéralisme est sur la fin, mais ce qui le remplace, c'est pas simplement une nouvelle tactique de gestion, c'est une nouvelle tactique plus un changement des règles du jeu. Un peu comme si jusqu'ici, on avait tous fait de la boxe. Alors, on se mettait des droites et des crochets là pour essayer de gagner. Les tactiques des participants avaient effectivement évolué, elles avaient changé de nom, ok. Mais aujourd'hui, on a commencé à se mettre en plus des coups de poing, des coups de tibia dans les jambes. Bon, il va falloir changer de tactique, ça c'est sûr, mais c'est plus profond que les changements précédents parce qu'on ne fait plus de la boxe. Maintenant, on fait de la boxe taille. On a changé de règles. Pour Aurin, il y a deux types de capitalisme qui chacun vient avec ses règles tacites, le libéral et le mercantiliste. Jusqu'ici, on a parlé de tactiques de gestion dans des boutiques, mais il y a aussi des règles non écrites qui régissent ces interactions entre les boutiques. Quand on joue au capitalisme avec les règles libérales, Tu peux juste celles qui mettre nous pause, sont hein. familières, les boutiques Je sais pas si tu peux revenir vite fait en arrière, justement, quand ils ont capitalisme, mercantilisme et sur l'écran. libéral. Ouais. Juste pour qu'on soit d'accord sur un... Et là, je pense que ça symbolise en fait tout le problème de la vidéo, toi. Ouais. Exactement, ça c'est la slide dans leur présentation qui est tout le problème de la vidéo, c'est que déjà ils vont dire, donc il y a deux types de capitalisme qui existent, donc le libéral et le mercantiliste. En fait, il faut barrer le mot capitalisme et remplacer ça par... il y a deux types de vision de l'économie qui existent. Donc, tu as le libéral, entre parenthèses, du coup, le capitaliste, et tu as le mercantiliste, du coup, l'interventionniste ou le socialiste. C'est ça, en fait, la réalité, quoi. Le mercantilisme n'est pas du capitalisme. Et ce que eux vont dire, ce qui est libéral, c'est justement le capitalisme. Donc, c'est justement cette organisation sociale basée sur la division du travail sur un marché libre. Alors que le mercantilisme, c'est justement cette division sociale administrée, gérée de manière consciente par l'autorité publique. Donc là, c'est la slide où rien ne va, en fait. Ok. Ouais, En fait, eux, quand ils définissent le capitalisme, pour eux, c'est juste une économie basée sur des échanges marchands. En fait, peu importe ce qu'il y a autour. Dès qu'il y a un moment, tu utilises de la monnaie pour faire tes transactions, obtenir des choses, et que tu as le choix, j'ai l'impression que pour eux, c'est du capitalisme. C'est insupportable.
La liberté est Et insupportable du pour coup, eux. c'est tellement large que bah, ça englobe quasiment tout. Et donc, j'ai l'impression que un peu leur axe et leur grille de lecture, du coup, il est très simple. C'est genre capitalisme et pas capitalisme. Le problème, c'est qu'ils définissent en plus très peu souvent bah, ce qui est pas le capitalisme. Ils nous laissent juste sur des possibilités, des livres d'utopistes où là, on peut aisément écouter leurs invités bah, qui partent dans des idées complètement folles. Et justement, on en parlait peut-être avant le début de la vidéo, mais c'était l'autre vidéo qu'ils ont faite, la fin du capitalisme, qui est aussi assez intéressante, où bah, vraiment, tu commences à écouter les 3-4 premières minutes, tu vois le mec dans un délire pas possible. Il se dit, voilà, pourquoi on a besoin de travailler, pourquoi on pourrait pas faire des choses juste qui nous plaisent, genre c'est quoi cette définition de on est la chose qu'on produit et on peut se révéler que par le travail qu'on fait et si on sert à quelque chose dans la société marchande. Et au final, il y a bien un moment donné, il faut que tu vives, quoi. En fait, tu sens que c'est tellement des mecs, des bourgeois, des vrais, tu vois, qui n'ont jamais vraiment eu besoin de travailler, vraiment besoin de se rendre compte du monde que ils sont dans un délire pas possible. Et c'est effrayant. Ah, Exact. Jusqu'ici, on a parlé de tactiques de gestion dans des boutiques. Mais il y a aussi des règles non écrites qui régissent ces interactions entre les boutiques. Quand on joue au capitalisme avec les règles libérales, celles qui nous sont familières, les boutiques sont à entrée libre. Les objets sont vendus à un prix affiché, qui varie selon la loi de l'offre et de la demande, mais qui en gros est le même pour tous. Tous les clients sont traités de la même manière. Il n'y a pas de priorité d'accès au stock. Tant que tu peux payer, la boutique te vend avec le sourire. Dans le capitalisme mercantiliste, les règles sont très différentes. Les boutiques s'associent de manière plus ou moins égalitaire pour commercer entre elles. Il y a des gardes armés devant les portes et seuls certains clients sont autorisés à entrer. Les prix ne sont pas toujours les mêmes pour tous. Il y a une notion de hiérarchie. Les clients de rang inférieur peuvent devoir payer plus cher, attendre que les clients du rang Bah, supérieur ou juste ça, typiquement, eux, ce qu'ils vont appeler cette forme de capitalisme mercantiliste, la slide qui était juste avant, bah, c'est typiquement en fait dû à l'intervention de l'État dans l'économie, quoi. C'est l'État Ah oui. justement qui va dérégler le marché en disant toi tu peux acheter, toi tu peux pas acheter, etc. C'est eux, l'État qui va faire l'arbitrage géopolitique en fait et qui va justement utiliser comme arme bah, sa balance commerciale, ce qu'il va pouvoir exporter ou importer, ses tarifs douaniers, ses taxes, etc. Et c'est uniquement, c'est pas du capitalisme, hein, c'est simplement de l'interventionnisme politique. Et puis moi, ce qui me fait rire, c'est que là, ils sont en train de nous expliquer qu'on serait en train de transitionner du capitalisme libéral vers le mercantilisme, alors que selon leur définition du mercantilisme, en fait, c'est ce qu'on vit depuis 50 ans. C'est c'est l'état actuel des choses. Il n'y a rien de libéral actuellement. Les droits de douane, c'est pas Trump qui les a inventés en 2016, ça existe depuis toujours. Il y a des droits de douane à peu près partout, surtout. En fait, c'est ça où en plus je trouve que c'est profondément incohérent, c'est qu'ils te décrivent quelque chose qui serait en train d'arriver alors que c'est déjà là depuis tellement longtemps. Et c'est pas parce que Trump a parlé de tarifs douaniers beaucoup plus élevés, beaucoup plus importants avec de nouveaux pays, que c'était pas déjà le cas. Il y a des contraintes géopolitiques, il y a des arrangements qui se font entre États qui perturbent le marché et c'est. Ouais. De toute façon, eux, ce qu'ils vont appeler l'ultralibéralisme, machin, en fait, il a existé uniquement jusqu'en 1914. Hein. C'était une monnaie unique, les talons or, hein, très peu d'intervention de l'État dans l'économie. Et depuis 1914, à partir du moment où les monnaies fiduciaires ont été inventées, donc la mainmise de l'État sur la question monétaire, etc., là, on n'est plus dans du capitalisme, en fait. On peut même se demander si le capitalisme, hein, donc le vrai capitalisme de marché, a véritablement existé à un moment donné dans l'histoire humaine. C'est absolument pas le cas, quoi. Depuis un siècle, on n'est plus dans du capitalisme. même être obligés, canon sur la tempe, d'acheter des marchandises dont ils ne veulent pas vraiment. Voilà, donc c'est toujours un centre commercial avec des boutiques qui vendent des trucs, mais juste, l'ambiance est une chouille plus tendue. Pour sortir de notre image de centre commercial, Aurin appelle ces alliances commerciales et militaires entre pays, qui sont parfois très inégalitaires, des silos impériaux.
des silos qui se font la guerre entre eux. Mais pas une guerre ouverte et généralisée façon guerre mondiale, plutôt une guerre commerciale. On essaie de s'approprier les ressources des autres. On met des barrières autour de ces entrepôts, on se tire dessus parfois, tout est bon pour affaiblir l'adversaire et donc il faut pouvoir se défendre. Pour Arnaud Aurin, dans notre manière contemporaine d'analyser le capitalisme et ses évolutions, on a eu tendance à se focaliser sur les changements de tactique utilisés dans la version libérale du capitalisme. C'est un peu normal, on a analysé le passé en partant du principe que nos règles actuelles, qu'on ne voit même plus tellement elles nous semblent évidentes, ont toujours été appliquées. Donc, on fait comme si le marché libre avait toujours été une règle indépassable. Mais pour Aurin, si on veut raconter l'histoire du capitalisme, il faut au moins remonter au XVIe siècle. Et entre le XVIe et le XIXe, pendant la première colonisation, le jeu du capitalisme se jouait avec les règles mercantilistes, c'est-à-dire des règles de marchands, qui avaient un intérêt à coloniser, piller, exploiter. Les mêmes logiques ont refait surface à la fin du XIXe siècle jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la deuxième... J'allais faire pause. J'ai pas l'impression que tu sois trop d'accord avec cette vision. Non, je suis pas tellement trop d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui vont pas. Alors déjà, le graphique, il est un peu à la con, quoi, parce que comment est-ce que tu veux parler d'économie en parlant du nombre de colonies européennes outre-mer, quoi. Enfin, bref. Il y a plusieurs choses là-dessus, quoi. Déjà, ils vont encore une fois confondre le capitalisme avec une autre manière d'acquérir ces ressources. Pour eux, en fait, le capitalisme, c'est une économie de prédation. C'est-à-dire que pour eux, tu vas aller chez le voisin, lui piquer tout ce qu'il va avoir, pour justement toi-même devenir riche. Alors que le capitalisme, ça je l'ai dit juste avant, c'est absolument pas ça. Le capitalisme, c'est un système de coopération, c'est pas un système de prédation. Et quand tu laisses les individus sur un marché libre, ils vont très vite comprendre qu'ils ont plus intérêt à coopérer avec un autre individu qu'à justement voler ce que lui il a, parce que la coopération est un système d'acquisition de ressources qui est bien plus efficace en fait pour les individus, et ça, ils en ont eux-mêmes conscience, en fait. Ils savent très bien que la prédation, c'est du one-shot, et la coopération, c'est justement sur ça qu'on va bâtir de la richesse interindividuelle. Donc, du coup, eux, ce qu'ils vont dire, là, le graphique, il est assez intéressant il est assez intéressant pour ça, c'est que eux, ils vont expliquer justement le nombre de colonies européennes, donc l'impérialisme européen occidental, par le biais du capitalisme, donc du marché, alors que les colonies, elles ont été impulsées directement par l'État. Donc là, ce que vous avez là, c'est tout simplement le poids de l'interventionnisme étatique dans justement cette activité de prédation entre nations. C'est absolument pas le marché qui a décidé de ça, ce sont les États eux-mêmes. Et après, il faut juste ressortir des chiffres assez simples. Les colonies ont beaucoup plus coûté aux puissances occidentales qu'elles ont rapporté. Il y a plein d'exemples de ça. Je sais qu'il y a quelques jours, il y avait un exemple justement sur X où justement Grok démontait un gars par rapport à ça, quoi. Les dépenses publiques dans les colonies ont été extrêmement importantes, alors ce qu'elles ont rapporté directement en métropole était assez infime. Et justement, la richesse, on va dire, occidentale du XVIe jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à 1914, la Première Guerre mondiale, c'est surtout en fait une richesse qui n'est pas due au pillage des ressources d'autres nations, mais justement une richesse qui est due à la coopération et à l'échange entre les nations occidentales elles-mêmes, qui étaient elles-mêmes productrices justement de biens finis. Voilà, donc ça c'est la réalité, quoi. Donc ne pas tout confondre par rapport à ça. Ouais. Je vais dire un truc qui va énerver beaucoup de personnes, mais j'ai l'impression qu'ils font la même erreur que font les écologistes aujourd'hui avec le CO2, qui vont te dire voilà, le CO2 c'est la cause du réchauffement climatique, alors qu'au final il y a juste une corrélation, mais il n'y a pas de preuve, et qu'il y a beaucoup plus de chances que ce soit juste l'augmentation de la température qui fasse augmenter le CO2. J'ai l'impression que c'est à peu près la même chose. En fait, c'est le capitalisme qui a permis justement d'avoir des ressources suffisamment grandes à l'État via la taxation, ce genre de choses, pour pouvoir en fait grossir et qu'on arrive vraiment dans une économie très étatisée au fur et à mesure. Et en fait, les deux ont grossi ensemble. Et c'est pour ça que très rapidement, tu peux te dire, oui, en fait, le capitalisme, c'est l'étatisme. Mais en fait, c'est plutôt le capitalisme qui permet un étatisme exacerbé, parce que d'un coup, ils ont les ressources pour faire leur projet complètement pareil. Sans le vouloir, tu fais la même analyse que Hans-Hermann Hoppe, justement, sur l'histoire du 19e siècle européen. Justement, lui, Hoppe, dans un article, il dit justement que si les nations ont été impériales, si les nations ont été expansionnistes, c'est parce que, en fait, leur marché intérieur, qui était libre, a tellement créé de richesses en très peu de temps, que ça a donné en fait à la force étatique, au pouvoir, des moyens qu'ils n'avaient pas avant.
par la prédation fiscale, etc. À partir du moment où les individus qui vivent dans ta juridiction, sur ton territoire, créent eux-mêmes librement de la richesse, bah du coup, toi, tes revenus fiscaux eux-mêmes augmentent en flèche très rapidement, quoi. Et c'est comme ça que Hans Hermann Hoppe, il va lier justement, il va lire l'histoire du 19e. Il va dire les nations sont devenues belliqueuses, expansionnistes, impérialistes, hein, parce que en fait, le marché qui était libre, hein, sur les territoires européens était trop efficace, et ça donnait en fait une puissance en fait à la force publique, hein, d'accroître ses revenus, et de se lancer comme ça dans des grandes aventures, quoi. Donc en fait, tu peux lire aussi le colonialisme européen du 19e de cette manière-là, c'est-à-dire que la richesse en Europe, en Occident, elle a été créée par les individus qui vivaient en France, en Allemagne, en Angleterre, qui coopéraient justement, qui échangeaient. Donc la grande phase d'expansionnisme en Afrique, c'est à partir des années 1860, 1870, 1880, et c'est à partir du moment où on met en place les talons or, on a le libre-échange justement en Europe, hein. Et c'est en fait la richesse créée en Europe qui a permis ensuite à l'État de s'enrichir et qui a permis ensuite à l'État justement de se lancer dans une grande politique expansionniste, quoi. C'est comme ça en fait qu'il faut lire la chose. Et eux, ils font la lecture en fait totalement inverse, hein. Ils pensent en fait que c'est grâce à l'État, enfin comment dire, c'est le capitalisme qui allait conquérir, et on a pillé en fait les richesses ailleurs, alors que les richesses on les avait déjà créées, et c'est ce qui a permis à l'État justement de s'étendre ailleurs. Je trouve qu'on le voit vachement bien quand même quand on étudie en plus brièvement l'histoire des États-Unis. C'est que vraiment ça s'est construit sur une idée de la liberté. Et en fait, ça a tellement bien marché qu'on s'est retrouvé avec la plus grande puissance étatiste quasiment au monde, qui exportait des projets de l'exportation de la démocratie comme on connaît, qui étaient présentes partout dans le monde et qui au final jouaient les gendarmes sur l'ensemble de la planète, mais qui quand même réussissaient à garder une sorte une des plus grandes libertés au monde dans leur propre pays. Et c'est pour ça qu'on voit bien ces deux phénomènes qui grandissent ensemble. Colonisation. Selon Orin, on a joué avec les règles libérales un tout petit peu au 19e siècle, entre les deux colonisations, et surtout pendant toute la deuxième moitié du 20e siècle et le début du 21e siècle. Mais aujourd'hui, c'est la thèse qu'il défend, le capitalisme marchand, le mercantilisme, serait à nouveau en train d'émerger. Ce qui nous fait passer d'un capitalisme libéral à marchand, toujours selon Orin, c'est notre rapport aux ressources. Quand on imagine qu'elles sont infinies, ou en tout cas qu'il y en a assez pour tout le monde, on est en mode capitalisme libéral. Les marchés sont libres, tout le monde peut commercer avec tout le monde, les prix sont libres aussi, c'est la rencontre de l'offre et la demande qui les détermine, et le prix est le même pour tous. La croyance qui domine, c'est tout le monde peut maximiser son PIB dans son coin. La croissance de l'un ne vient pas de la décroissance de l'autre. L'économie n'est pas un jeu à somme nulle. On se partage tous un gâteau, certes, mais sa taille augmente année après année. Mais et si, en fait, le gâteau ne pouvait pas grossir ? Et si pour croître, il fallait prendre aux autres ? Que plus de PIB pour moi, ça voulait dire moins de PIB pour les voisins. C'est ça l'idée que justifie le changement de règle vers celle du capitalisme marchand. Plutôt que de garder le terme mercantiliste, et pour être plus clair, Orin parle de capitalisme de la finitude. Bon, d'abord il faut revenir aux logiques du mercantilisme. Parce que même si certains l'ont peut-être déjà vu passer dans des livres d'histoire, dans un cours d'économie ou quelque part par hasard, la plupart du temps, ce que les gens savent du mercantilisme, c'est un petit... Comment ? Ouais, non, je voulais juste rajouter, déjà je trouve la vision, elle est pourquoi pas, il y a peut-être une partie aujourd'hui des gens qui commencent avec surtout tout le discours écologiste, à se dire, il y a une finitude des ressources globales, en gros on va même presque tous mourir parce qu'il y aura plus assez à la fin, surtout qu'on a dépassé le jour du dépassement là, il y a pas longtemps, on l'a passé, et non, c'est ce que je voulais dire. Et en même temps, aujourd'hui, on fait que les répéter sur l'ère de l'information. Et en gros, aujourd'hui, la ressource, c'est la donnée. Et pourtant, il n'y a rien de plus infini que la donnée et le savoir. Et quand on voit qu'on est en train de bouger vers une société où la plus grande ressource, c'est celle-là, on va dire, avec l'énergie, et dont, en plus, on voit au fur et à mesure qu'on a des énergies toujours plus faciles à obtenir en plus grande quantité avec les réacteurs nucléaires, les nouvelles technologies. Alors, je vois pas comment ils arrivent à avoir un esprit aussi obtus sur ce genre de phénomène, c'est terrible. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est que en fait, encore une fois, hein, alors la définition que eux vont donner du libre-échange, donc ce que pour nous ce sera le capitalisme, c'est-à-dire justement cette division du travail, ces prix libres, cette maximisation de l'échange entre les individus, très peu ou voire pas de régulation, ça c'est une définition qui elle est assez vraie, hein, ce qu'ils ont dit. Du coup, moi je l'adopte à 100%, et pour moi c'est en effet
ça, le marché libre, c'est justement interagir les uns avec les autres sans se poser la question de la finitude des ressources, parce qu'en fait, l'économie, c'est pas une allocation de ressources qui sont prétendument rares à un instant T. C'est tout simplement, à partir de la rareté, créer de l'abondance. C'est la définition même de l'économie du libre-échange. Et c'est l'histoire même de l'humanité, hein, tu l'as dit Victor. L'humain n'a jamais été limité par les ressources. Au contraire, c'est ce qui va faire des ressources qui va être l'acte le plus libérateur. La ressource en tant que telle n'est pas l'acte déterminant, c'est ce qu'on en fait en fait. Et c'est comme ça en fait que le marché, l'histoire économique, l'histoire moderne en fait de l'Occident, du monde en fait fonctionne. C'est qu'à partir du même ressource, on va essayer d'en faire plus. Et tu as un économiste autrichien qui est professeur à l'université de Madrid, Jesus Huerta de Soto, qui lui, il a un exemple que j'aime bien pour expliquer ça, pour expliquer justement que l'économie c'est plus un phénomène intellectuel qu'un phénomène physique. Il va dire que par exemple si je te donne un baril de pétrole, tu vas pas être limité par le baril de pétrole, tu vas être limité de comment est-ce que tu l'utilises. Et en fait, le facteur le plus déterminant, le plus limitant pour toi, c'est le moteur que tu vas utiliser pour utiliser ce pétrole-là. Donc, par exemple, si toi, tu vas utiliser un moteur qui va être totalement inefficace, qui va consommer qui va consommer 2 fois plus de pétrole que d'ordinaire, ou si un entrepreneur arrive sur le marché et invente un moteur qui consomme, 10 fois moins de pétrole, en fait, c'est pas la ressource qui est déterminante, c'est ce que tu en fais avec l'innovation, l'ingéniosité entrepreneuriale, d'inventer justement le moteur qui va bien, quoi. Et toute l'histoire de l'humanité, c'est ça, quoi. Et c'est pour ça que ce que eux ils appellent le capitalisme de finitude, alors déjà encore une fois, c'est pas du capitalisme, c'est un étatisme. Et l'étatisme de finitude qu'ils décrivent, c'est justement, encore une fois, on change de mode opérationnel. On pense que la coopération n'est pas suffisante. On va plutôt verser dans la prédation. Et c'est opter pour la prédation, c'est une spécialité des États depuis la nuit des temps. C'est-à-dire, c'est aller prendre ce qu'a le voisin, parce qu'on pense que nous, on a rien. C'est penser que justement, tu peux être bénéficiaire net d'une guerre, hein, si tu es victorieux, alors qu'une guerre coûte à tout le monde, y compris aux victorieux. Et c'est ça, en fait, la logique qu'ils ont, c'est la logique de prédation, la logique guerrière d'acquisition des ressources, hein, qui est une logique totalement primitive, hein, de mode de fonctionnement du marché. C'est pas le marché lui-même qui le décide, hein, c'est l'État qui va décider ça. Toutes les guerres sont initiées par l'État dans l'histoire. Toute cette vision de mercantiliste, interventionniste, étatiste, hein, ce n'est pas le marché qui en a l'origine, hein, c'est l'État. Alors le marché, lui, il va justement laisser les individus faire, quoi. Paragraphe qui nous dit que dans les années 1600, les gens étaient un peu bébêtes, hein. Ils pensaient que ce qui rendait riche était de maximiser sa production intérieure et d'accumuler de l'or. C'est l'or. Plus loin dans le même livre, on apprend généralement que ce n'est qu'en 1817 qu'on a enfin découvert les logiques un peu plus logiques de l'économie libérale avec David Ricardo et ses avantages comparatifs. David a pondu une jolie démonstration chiffrée, une histoire de vin et de drap, permettant d'affirmer que le libre commerce sans droit de douane est toujours bénéfique pour le plus grand nombre. Mais bon, les gens des années 1600 et 1700, avant Ricardo, là, ils n'étaient pas plus bêtes que vous et moi. Ils faisaient ce qui était pertinent dans leur environnement à eux. La démonstration de Ricardo, bon, déjà, elle démontre pas grand-chose. On vous renvoie vers la vidéo de Gilles Raveau qui en a parlé. Ah, stop, mon jeu, putain. Oh putain, comment dans une vidéo d'économie où tu as des personnes qui se présentent comme des économistes, comment est-ce que tu peux chier à ce point sur David Ricardo, quoi? C'est hallucinant. Je veux dire, le Ricardo, c'est quand même un économiste classique qui est très connu en histoire, en économie. En effet, c'est lui qui va mettre en place la loi des avantages comparatifs entre les nations, ce qui est en fait la division du travail, hein, tout simplement. C'est-à-dire que chacun va se spécialiser sur telle ou telle compétence sur laquelle il est le meilleur pour justement accroître sa productivité, et via l'échange entre individus et entre nations, c'est comme ça en fait que tout le monde va s'y retrouver, quoi. On a plus intérêt du coup à coopérer avec l'autre parce que l'autre est meilleur dans ce qu'il fait que moi je suis meilleur dans ce qu'il lui fait, et par contre moi ça va me laisser du temps pour faire autre chose, quoi. Ça, c'est la loi des avantages comparatifs. Après, Ricardo, lui, au début du 19e, il avait une lecture assez... alors, il n'avait pas la lecture individuelle qu'on va avoir les économistes autrichiens à partir de Menger, Mises, qui vont plus tard, mais lui il va avoir cette lecture-là des avantages comparatifs, de la division du travail au niveau des nations, en disant que justement tu peux avoir telle nation qui, lui il prenait souvent l'exemple de l'Angleterre et du Portugal. Tu peux avoir le Portugal qui va être producteur, je sais pas, de draps, de vin, enfin voilà, on s'en fout, et justement il va se spécialiser là-dedans, et ça va permettre ensuite à l'Angleterre, à la France, à l'Allemagne d'acheter ce drap contre d'autres choses, parce que eux-mêmes se sont spécialisés dans d'autres secteurs de l'économie. Bon, c'est une lecture un peu Ricardo, si tu veux, il avait cette lecture qui était un peu simple, mais qui était extrêmement vraie en fait
de ce que va devenir en fait, la division du travail et la coopération interindividuelle et internationale qui va en découler en économie. Mais ce simple fait de dénigrer Ricardo, c'est hallucinant, c'est insultant, c'est faire affront à l'histoire de l'économie. Et après, bah là, la vignette qui s'affiche à l'écran, là, Gilles Rivaux, je sais plus, qui Ouais, en bravo. effet lui avait fait une vidéo là-dessus, j'avais vu ça, et ça pique. En fait, ils ont une lecture totalement idéologisée hein, de l'économie. Et dès que ça touche un peu à la liberté interindividuelle, et même dès que ça touche au simple fait de faire confiance à l'individu pour faire sa vie, c'est-à-dire de faire ce que lui pense être le mieux pour lui-même, de produire ce qu'il pense être le mieux pour lui, et de coopérer avec qui il veut comme bon lui semble, ça leur est totalement insupportable, quoi. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez qu'on refasse ce format, peut-être avec cette vidéo qui est peut-être un vivier d'idées à debunk. Parce que c'est vrai que, enfin, là, la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, je trouve quand même que même un enfant de 6 ans qui fait l'expérience de penser se rend compte que la théorie marche quand même plutôt bien, en fait. C'est-à-dire que juste, bah voilà, on prend le Portugal et l'Angleterre. Le Portugal a plus de soleil, donc faire du vin, ça semble être une meilleure idée. L'Angleterre a plus de moutons parce que ils aiment bien le climat anglais. Donc, bah, en fait, ils vont faire du coton et donc ils vont faire des draps. Ils ont intérêt à commercer ensemble plutôt que chacun faire la production des deux. Et en fait, ouais, en fait, ils sont gagnants. Genre, Bon. tu fais l'expérience comme ça, tu te rends compte assez rapidement que ouais, c'est pas complètement déconnant quand même. Y a pas besoin d'avoir 8 doctorats pour se dire que ça tient la route. Souvent, ce que eux vont critiquer, c'est qu'en fait, c'est une vue trop simplifiée et a raison. Mais après, je sais pas si Ricardo, parce que j'ai jamais lu Ricardo, j'ai juste lu des choses qui en parlaient, l'avait mentionné. Mais en fait, c'est tout le côté interdépendance et fragilité du système quand tu commences à optimiser trop de cette manière, parce qu'on reste quand même des humains qui aiment la guerre, qui sont corruptibles et qui peuvent d'un coup, une fois que l'autre est dépendant de toi, tu peux la servir. Et mais en même temps, je pense que juste il l'a peut-être pas précisé dans ses ouvrages tellement c'est logique, mais il suffit juste d'en fait allier ça avec, par exemple, le livre de Nassim Nicolas Taleb sur l'antifragilité et le fait qu'en fait, il faut juste de temps en temps avoir des choses qui sont redondantes dans un système et tu peux avoir un mix des deux qui marche très très bien, quoi. T'es pas C'est obligé comme de le demander Portugal, à c'est la tout. Ouais. C'est juste que tu combines ça à la concurrence. Et après, c'est pour ça que c'est ce qu'on disait, c'est que Ricardo le visualise à l'échelle d'un État. En fait, si tu le généralises à l'échelle de l'individu, normalement, en fait, t'as plus cette notion de fragilité. Et surtout, après, t'as même plus normalement, enfin, dans un monde libre, t'as même plus cette notion de souveraineté. On en parle beaucoup de souveraineté nationale, etc. Parce qu'en fait, si tu réfléchis à l'échelle d'individus et d'entreprises, qu'un pays soit souverain, on s'en fout un peu en fait que la France produise plus de lait, parce qu'en fait s'il y a une coopération saine et avec suffisamment de concurrence, bah en fait ça va continuer à fonctionner. Et si elle peut plus commercer avec les producteurs de lait hongrois, elle commercera avec les producteurs de lait espagnols. Et puis en plus on réfléchirait même plus à l'échelle d'État. Mais bref, oui, pour moi ça marche, hein. Ça marche plutôt bien même. Mais c'est pas tout. Ricardo partait du principe que l'objectif du commerce devait être d'enrichir tout le monde. Mais si on est dans un contexte de rivalité permanente et de guerre, est-ce qu'on ne veut pas plutôt être en tout point plus riche, plus puissant et plus fort que l'autre? C'est là que c'est peut-être pas mal de se plonger au cœur du monde mercantiliste, histoire de comprendre ses logiques, de comprendre pourquoi les gens faisaient ce qu'ils faisaient et pourquoi, généralement, c'était pas si bête. Donc nous revoilà en 1600. On est en pré-révolution industrielle. Les économies se spécialisent de plus en plus. On peut notamment citer l'exemple du Royaume-Uni qui se couvre de moutons au point de produire plus de laine que sa population ne peut en utiliser. Cette spécialisation est très efficace, elle permet de produire vite, mais elle rend aussi les producteurs dépendants de ceux qui peuvent transporter leur production pour la vendre ailleurs. Sinon, ils ont juste trop de moutons. Donc, il faut avoir des bateaux, des caravanes, des routes, des entrepôts, etc. Bref, toutes ces choses qui font qu'une marchandise peut aller en masse d'un point A à un point B afin de transformer ce trop-plein de moutons en importation de thé, de sucre, d'épices, de vin et tout ce qui peut rendre la vie tolérable dans cette contrée hostile qu'est le Royaume-Uni.
Les marchands deviennent essentiels et ils commencent à s'enrichir sérieusement. Mais leurs entreprises commerciales sont en train de changer avec l'extension de routes maritimes entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Ça les oblige à créer des comptoirs sur les côtes africaines et indiennes. Ces comptoirs sont des entrepôts pour ravitailler les navires et les équipages. Ils sont rarement établis avec le consentement éclairé de la population locale, donc il faut imaginer des ports forteresses armés. D'abord pour se protéger des autochtones et puis pour les dominer et les faire travailler dans des industries pour ravitailler les navires ou pour produire des marchandises comme du sucre, du thé ou des épices. On peut ici mentionner l'exemple de la Compagnie française de l'Orient qui, depuis le fort Dauphin, exploitait l'île de Madagascar ainsi que celle de la Réunion. Mais les armes des marchands ne sont pas uniquement dirigées vers les populations locales. Bah oui, parce que tout le monde est un petit peu en guerre avec son voisin. Prenons la France par exemple, en guerre contre les Anglais. Elle doit forcément mettre des canons et des soldats sur ses navires marchands pour les protéger. Et pour y arriver, plutôt que d'intervenir directement, on peut faire passer une loi qui dit que le marchand français qui capture un bateau britannique a le droit de revendre la marchandise en France légalement. Conséquence, intercepter les navires anglais devient une source de profit. Les marines marchandes s'arment d'elles-mêmes. Et là, Bah, je trouve que là, ils ont fait le boulot à notre place, ils ont très bien résumé le problème. C'est l'État. L'État. Oui. Ah, C'est là, c'est pas non, très mais compliqué, hein. c'est absolument pas compliqué en fait. Là, tu regardes là tout le passage qu'on vient de voir. Franchement, tu pointes du doigt uniquement le responsable, c'est uniquement l'État. Dans tout ce qu'ils disent, hein, c'est uniquement l'État le responsable. C'est absolument pas le marché. Quand tu prends la course, donc la course justement, ces marchands, ces armateurs, ces navigateurs qui justement profitaient d'avoir des lettres royales leur autorisant à faire la course. Donc en fait, à se transformer de pirates en corsaires pour justement faire la prédation sur les marchandises des autres personnes. C'est parce qu'ils avaient l'autorisation même, on va dire, l'ordre du Il pouvoir était public subventionné. exactement, la course, c'est ça, c'est la piraterie subventionnée. Donc voilà, donc encore une fois, c'est qui le responsable derrière? C'est l'État. Quand tu prends aussi une chose moi, qui m'impressionne aussi dans un peu la malhonnêteté qu'ils ont, tu vois, c'est que ils vont te dire oui, les marchands vont se gaver, etc. Parce que il faut vendre la laine anglaise à droite à gauche, hein. Donc du coup, c'est eux qui vont avoir le monopole de la marine marchande, des bateaux, etc. Mais oui, mais c'est comme ça que la division du travail elle fonctionne. Et si les marchands, en tant qu'intermédiaires, font du profit, c'est parce que justement, ils arrivent à trouver des marchés, donc à satisfaire des consommateurs, pas uniquement en Angleterre, hein, parce que la marine marchande anglaise du 19e, c'est une marine marchande qu'elle est en Australie, qu'elle est en Nouvelle-Zélande, qu'elle est en Afrique du Sud, qu'elle est en Inde, qu'elle est aux États-Unis, qu'elle est au Canada, c'est-à-dire qu'elle est dans tout l'empire anglais de l'époque, hein. Et l'empire anglais de l'époque, c'est ce fameux empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Donc la marine marchande n'enrichissait pas uniquement l'Angleterre, mais elle enrichissait également ses colonies, quoi. Et là, encore une fois, on en revient toujours, en économie, on en revient toujours à Frédéric Bastiat, hein. Il faut lire ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, parce que dans ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, il y a ce fameux sophisme très, très célèbre, la vitre brisée, qui est détaillé quelques chapitres plus loin. C'est un chapitre qui s'appelle Les intermédiaires, où justement Bastiat parle de tous ces marchands, de tous ces négociants qui, entre le consommateur final et le producteur initial, eux vont faire tout le travail de transiter les marchandises, de prendre eux-mêmes les risques, hein, d'aller eux-mêmes vendre là où la demande est la plus forte, hein. Et tout ce travail, toute cette division du travail que va prendre en charge l'intermédiaire, tout ce risque qu'il prend en charge, c'est normal qu'il soit récompensé par un profit. Et ça, c'est tout ce qu'on voit, c'est le profit qu'il va générer. Tout ce qu'on voit pas, c'est comment est-ce qu'il facilite justement l'accès aux consommateurs à tous ces biens, quoi. Et, et ce que tu dis là, je le trouve super intéressant parce que eux, a posteriori, ils vont analyser ça pour dire mais regardez, il y a des intermédiaires, regardez tous les profits aussi. Si on organisait ça, si on le planifiait, on pourrait retirer tout ça et en fait on marginaliserait les coûts deviendraient marginaux parce que en fait il suffit de retirer tous les intermédiaires et toute l'incentive au profit pour en fait avoir un meilleur prix pour tout le monde. Ils se rendent pas compte que tu enlèves une pièce comme ça. Et c'est le prix fait x100 et ça voire en fait le truc cesse de fonctionner instantanément. C'est que C'est toujours une analyse a posteriori d'un système qui a été extrêmement dur à mettre en œuvre. Et ils se disent maintenant on prend une photo du système, il va rester comme ça tout le temps et puis on va le maintenir. Mais ça marche tellement pas comme ça. Déjà le système est pas stable, il est en permanence en train de changer parce que voilà la géopolitique, le climat, les guerres, n'importe quoi. Et la technologie surtout. Et en plus, même après la mise en œuvre, une fois que c'est centralisé et qu'il n'y a plus de processus de marché, on voit ce que ça donne, hein. C'est la SNCF, c'est la Poste, c'est tous ces joyaux, ces fleurons français. Ouais, c'est clairement ça.
Je vous propose, on regarde peut-être un dernier extrait Ouais. et après on y va. Parce que je pense qu'on les a déjà bien démontés, hein. On voit bien que le mercantilisme est un capitalisme où il est logique que les marchands soient puissants et armés. Mais du coup, dans un monde où on peut se faire intercepter ces bateaux de commerce, les compagnies marchandes et les États qui sont derrière ont tout intérêt à en faire des monopoles géants et tout puissants. Si je suis une petite PME avec 5 bateaux et que j'en perds un, je fais faillite. Et puis de toute façon, j'ai pas les moyens de me payer des gros canons et des mercenaires pour me protéger ou même attaquer. Mais si je deviens une méga entreprise géante, là c'est bon. Je peux me permettre de perdre un bateau de temps en temps et d'armer ma flotte. C'est la Ah là là. Ah, non, parce qu'en fait, là, tu vois, ça, c'est typiquement le raccourci malhonnête d'un point de vue intellectuel. C'est, je suis petit, donc si je perds un bateau, je me fais avoir. Donc, en fait, le choix que je vais avoir, c'est tout simplement de devenir une méga corporation. Mais dans l'entre-deux, tu vois, il y a un petit truc, c'est l'interventionnisme de l'État. Parce que tu passes pas du petit armateur de Saint-Malo qui va faire la course à la compagnie des Indes orientales ou à la compagnie, je sais pas quoi, tu vois, qui va avoir un monopole total, en fait, sur le commerce de l'époque. Entre les deux, il y a une intervention, c'est l'État. C'est l'État qui va te fournir ce marché exclusif à toi-même et qui va en fait te donner ce pouvoir sur un marché libre. C'est-à-dire que tu auras une multitude de petites compagnies qui se feraient la guerre, la guerre commerciale, du coup, qui va distribuer le plus rapidement, le plus efficacement au consommateur final justement les ressources. Mais dans ce mercantilisme, donc dans cet étatisme de marché, et bah du coup c'est bien la force publique qui va accorder les monopoles et qui va en fait créer des géants commerciaux qui vont avoir trop de pouvoir. Mais à la base de tout, elles ont un pouvoir parce qu'on leur a donné un monopole légal, donc un privilège légal sur tel type d'industrie, tel type de secteur, tel type de commerce. Donc à la base de tout, encore le problème, et c'est pas le marché, c'est l'État. Ouais, et encore, c'est juste pour revenir sur ce que je disais avant, mais là, on voit vraiment l'histoire de la photo qui est prise à un instant T. Et ils te disent, voilà, il faut absolument qu'il y ait l'État qui intervienne pour les armer, pour leur permettre de grossir et de rentrer en compétition avec les entreprises des autres États, comme s'il n'y avait aucun autre moyen et que, par exemple, l'innovation technologique ne permettrait pas à une petite frégate de trouver un moyen avec d'autres routes, d'autres façons de faire, de pouvoir rentrer en compétition avec d'autres entreprises qui seraient, elles, armées et seraient prêts à faire des choses qu'eux ne feraient pas et qu'ils n'auraient pas non plus le capital nécessaire. Et ça, ils ne le voient pas non plus. Et c'est toujours cette vision bien narrer des choses, c'est ainsi, c'est pas autrement. Et puis surtout, ils prennent toujours le mauvais chemin dans le sens où, justement, si tu avais une multitude d'entreprises qui ont la petite PME qui décrit avec 5 bateaux, t'en perds un, tu fais faillite, sûrement. Mais ça veut dire qu'au bout d'un moment, les entreprises ayant quand même pour but de faire du profit et de ne pas disparaître tous les 3 matins, il y aurait peut-être eu une organisation saine qui se serait faite, où il y aurait eu en fait un commerce sans prédation. En fait, ils se seraient rendu compte qu'à coopérer, ils ont moins à perdre qu'à se tirer dessus parce que, ok, tu peux gagner de temps en temps à essayer de faire le pirate, mais à la fin, tu finis quand même par te faire descendre. Et ce qui se serait peut-être passé tout simplement, c'est que au début, oui, on se tire un peu dessus parce qu'on découvre, c'est rigolo. Puis en fait, au bout d'un certain temps, le marché s'équilibre. On se rend compte qu'il vaut mieux coopérer. Il y aurait peut-être eu des services de milices privés, des bateaux qui auraient sécurisé les couloirs commerciaux. Et au lieu de ça, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une intervention de l'État pour armer eux-mêmes les bateaux et qu'ils deviennent à la fois commerçants et belligérants pour créer un espèce d'entre-deux pourri qui dessert tout le monde, financé par en plus le contribuable qui a rien demandé, hein. Et en plus, franchement, j'invite tout le monde à s'intéresser à l'histoire de la compagnie des Indes anglaises, britanniques, justement pour voir à peu près comment ça s'était mis en place, quels ont été leurs privilèges légaux qui ont été donnés par la couronne britannique, et comment ils ont été en fait une manière détournée pour le pouvoir politique, tout simplement de coloniser en fait, et d'avoir une mainmise sur les colonies en Inde et ailleurs. Et ça sort pas de nulle part, hein. C'est pas le capitalisme lui-même, ça n'a pas émergé de manière spontanée dans le marché, hein. Ça a été créé directement par la force publique. Allez, on met un dernier extrait
Et promis, c'est le dernier. C'est la période des compagnies des Indes orientales. Chaque État-nation colonial va lancer son entreprise, qui a un monopole voulu par l'État, pour commercer avec l'Inde ou d'autres territoires. Les Pays-Bas, l'Espagne, la France, le Danemark, la Suède ont chacun une entreprise, chacune a un monopole national et cherche à dominer les autres. Mais qui dit marchand en position de monopole dit industriel, producteur, agriculteur et aussi consommateur qui leur sont soumis. Donc prix bas pour les fournisseurs et élevé pour les consommateurs. Et marge déraisonnable pour les marchands. Mais c'est pas un problème pour les gouvernements, puisque le but, c'est de gagner la compétition internationale, donc c'est la vie. Et cette période de mercantilisme-là, Arnaud Aurin nous dit qu'elle s'arrête dans les années 1820, quand le Royaume-Uni va finir par gagner la guerre commerciale. Ce qui s'est passé, c'est que sa compagnie des Indes orientales, dont les comptoirs se sont transformés en État-entreprise qui contrôle et exploite l'Inde, qui la force à produire de l'opium et qui est ensuite revendu en Chine, cette compagnie, elle est devenue hégémonique. Elle a tellement de thunes que plus personne ne peut rivaliser et n'a intérêt à avoir de navires trop armés, sinon c'est toute la puissance de la Navy britannique qui sort ses drapeaux et vous fonce dessus tel un gros pigeon. Mais bon, aujourd'hui, on n'est plus à l'époque du commerce de l'épice, de l'opium, de la soie et de personnes esclavagisées par millions. Donc l'idée, c'est pas de dire qu'on s'en va vers un mercantilisme tout pareil qu'à l'époque, qu'il faut acheter un bateau en bois, des canons, se mettre un couteau entre les dents et lancer sa start-up de corsaire. L'idée, c'est plutôt de retenir les grandes logiques du capitalisme mercantiliste, du capitalisme de la finitude, comme dirait Aurin. Première logique. Les pays ne cherchent pas l'enrichissement du plus grand nombre, comme dans la version libérale du capitalisme. Au contraire, ils cherchent l'enrichissement relativement aux autres, pour gagner la guerre commerciale et s'approprier des ressources perçues comme insuffisantes. Deuxième logique, la concurrence au sein même d'un pays, pour protéger les consommateurs, n'est plus pertinente. Au contraire, on veut des monopoles puissants pour se bagarrer avec ceux des voisins. Enfin, troisième logique, puisqu'il n'y a pas de force militaire suprême pour assurer la police des mers, il faut armer ces navires marchands pour ne pas se les faire intercepter. Je pense qu'on peut conclure là-dessus, sur cette slide, que je trouve désastreuse. Comment tu peux mettre capitalisme, de la finitude, 2 points, et commencer par les pays cherchent. C'est quand même... Mais en fait, tu vois, moi, tout le dernier passage qu'on vient de regarder, moi, je le trouve bien. En fait, il est bien présenté, ils ont raison de tout ce qu'ils disent. C'est juste qu'il faut juste remplacer capitalisme de la finitude par un étatisme de la finitude. Ouais. Et ils ont raison. En fait, tout ce qu'ils dénoncent, eux, ils pensent que c'est du capitalisme, mais en fait, non. Quand tu creuses et quand tu es un peu honnête intellectuellement, tu te rends compte que derrière, il y a toujours l'État, quoi, l'interventionnisme politique, tout simplement. Je suis juste quand même curieux, c'est quoi leur proposition à la fin? Est-ce que c'est de rétablir un vrai capitalisme ou c'est d'en finir avec un État tel qu'il est et en trouver un autre qui cette fois serait bon et gentil pour l'ensemble de la planète? Je me souviens plus de la fin de la vidéo, mais tu sais, pour nous, la solution, ce serait justement moins d'État, plus de marché, justement pour accroître la coopération et faire baisser justement cette violence qui est due à l'interventionnisme de l'État. Mais je suis sûr et certain que pour eux, la solution, c'est moins de capitalisme du coup, parce qu'ils imputent la faute au capitalisme, et c'est encore plus d'interventionnisme de l'État. Et c'est toujours le même problème dans lequel on tombe dans l'histoire, c'est que quand on commence à voir un peu les défauts que va avoir l'interventionnisme ou le socialisme, on pense que ça peut être résolu justement par plus d'interventionnisme, alors que c'est absolument pas le cas, c'est toujours moins d'interventionnisme qui est la solution, quoi. Donc, je suis sûr qu'ils font une conclusion comme ça. Surtout que eux, ils le font assez souvent. C'est que là, dans tout ce qu'ils décrivent, pour eux, le ver dans le fruit, c'est le capitalisme qui, à chaque fois, corrompt. C'est pas l'État. Et c'est juste là, en fait, où nous, on va diverger. C'est vraiment... On peut résumer notre opposition avec eux là-dessus, c'est que nous, on va dire, vous vous rendez bien compte que c'est l'État qui pourrit tout à chaque fois, et eux, ils vont dire, non, c'est le fait qu'il y ait du capitalisme, parce que c'est le fait que les moyens de production soient privés, et c'est les intérêts capitalistiques et le profit qui créent toute cette prédation et le malheur des gens. Je pense qu'il faut pas forcément chercher beaucoup plus compliqué, je pense que c'est vraiment ce qui est une vision profondément débile. Ouais, mais ce qui est dommage, parce que comme tu dis, je regardais vite fait pendant que l'un de vous deux parlait tout à l'heure les commentaires de la vidéo. C'est vrai que c'est dommage parce qu'il y a plein de gens qui vont regarder ça et qui vont se dire mais oui, ils ont raison, etc. Parce qu'en fait, ils ont raison sur le constat, en quelque sorte. Ils ont raison, en quelque sorte. Oui, l'interventionnisme, le mercantilisme, qui est l'interventionnisme politique, en effet, ça crée des désordres sur le marché, ça crée la violence, etc. Ils ont raison. Par contre, à utiliser les mauvais mots et à pointer du doigt le mauvais coupable, du coup, en fait, ils induisent en erreur tous ceux qui vont regarder et qui vont se dire,
le problème, c'est le capitalisme, hein, et la solution, c'est plus de régulation du capitalisme, hein, c'est tout ça, quoi. Et en fait, où ils se rendaient compte que c'était un service, mais où il y avait une très forte ingérence étatique. C'était peut-être genre le train, un truc comme ça, je sais plus, qui se rendaient compte qu'il coûtait super cher. Et que, en fait, c'était quasiment inabordable. Et je trouve que c'est vraiment la même situation où ils m'ont dit, bah, ah, franchement, nique le capitalisme, regarde, c'est trop cher. Et c'est exactement la même chose. C'est, bah non, en fait. Si c'est trop cher et que ça te paraît inabordable, là, en l'occurrence, c'est nique l'État, hein. Et c'est pas du tout nique le capitalisme. C'est pas ça ton problème. Et, euh, et je trouve que ces gens de Blast, de Reka, de Stupide Économique, etc., euh, propagent cette graine qui fait qu'en fait, bah, elle propage le bon constat auprès de tout le monde. Mais sauf qu'en fait, elle vient mettre le petit truc qui fait que bah, tu annihiles les gens, c'est que tu dis oui, oui, mais le problème, c'est le capitalisme. Et les gens, vu qu'intellectuellement, c'est assez facile à accepter, parce qu'en plus, leurs vidéos sont très bien faites, très bien construites, et si t'as pas fait le boulot, bah franchement, tu l'écoutes, tu dis bah oui, c'est évident. C'est Ouais. complètement évident ce qu'ils sont en train de me dire. Bah derrière, après, c'est super facile. Et t'as gagné comme ça, t'as détruit des générations, t'as créé des armées de socialistes, et tu maintiens. Et en fait, pour moi, ils ont vraiment le rôle des. C'est le rôle des intellectuels que Thomas Sowell décrit assez souvent. C'est ces gens, en fait, qui servent l'appareil étatique pour servir la soupe à tout le monde et maintenir un système en place. Et le pire du pire, c'est qu'ils se revendiquent anti-système et rebelles. C'est que pour eux, ils sont vraiment en opposition avec la Macronie, avec le système, alors qu'en fait, c'est vraiment un rouage du système. Mais sans eux, la machine ne tournerait plus, hein. Et juste une petite dernière chose, parce que moi, ça me faisait penser à ce qu'avait écrit Ludwig von Mises dans son bouquin de Plan Chaos, donc le chaos planifié. Justement, il disait que tout le monde, en fait, le mot capitalisme, c'est devenu tellement un mot fourre-tout pour tout le monde pour accuser, en fait, pour trouver des excuses, en fait, absolument à tout. Et par exemple, Mises, dans ce bouquin-là, il disait que oui, il y a ceux qui vont dire oui, mais le capitalisme, c'est ce qui va enfin, ça va permettre aux anciennes idées chrétiennes de se poursuivre. Après, tu vas avoir le pape qui va dire au contraire que non, le capitalisme, c'est ce qui va causer le péché, l'irreligion, etc. T'as ceux qui vont dire oui, mais le capitalisme, c'est la guerre. D'autres qui vont dire ouais, mais non, au contraire, les nationalistes qui vont dire oui, mais non, mais le capitalisme, donc tous ces petits bourgeois pacifistes, c'est eux qui sont contre la patrie, et voilà. T'as ceux qui vont dire que le capitalisme, ça détruit la famille, d'autres qui vont dire que ça perpétue justement ce vieux modèle bourgeois classique, etc. Et en fait, à chaque fois, t'as toujours des personnes qui vont critiquer le capitalisme, hein, parce que ils vont mettre en fait tout ce qui va mal dans le monde pour eux, ils font un coupable, hein, et ils vont trouver le capitalisme en fait, que ce soit l'hypermatérialisme ou justement le développement spirituel de l'individu, tout ça quoi. Ils vont utiliser ce mot fourre-tout pour trouver un bouc émissaire quoi. Et Mais malheureusement, est-ce qu'on fait pas la même chose avec l'État? est-ce qu'on fait pas la même chose avec l'État? Ah, intéressant. Non, mais après, je pense que quand tu es un peu honnête intellectuellement, quand tu prends l'histoire récente du 20e, 19e, depuis la Révolution française et même avant, la violence, la prédation, la guerre a toujours initiée par l'État. Ça, c'est une vérité historique, hein. Et quand tu t'intéresses un peu à la théorie économique, quand tu t'intéresses justement à l'importance du calcul économique, de la propriété privée, la liberté des prix libres dans le marché, quand tu comprends en fait comment toutes ces grandes théories fonctionnent, tu comprends en fait que justement quand il y a l'interventionnisme bien intentionné dans tout ça, ça va justement dérégler tous ces grands concepts économiques. Et là, tu peux raisonnablement dire que... Alors, tu sais, nous, on dit État, parce que nous, État, c'est un peu notre mot fourre-tout. Mais en fait, on devrait dire les autorités centrales. Donc, dès que tu as une planification centralisée, qu'elle soit faite par un État, une institution, une banque centrale, une commune, un petit comité soviétique bolchevique dans une petite commune, même à partir du moment où sur un groupe de 1000 personnes, tu en as 5 qui vont décider pour 1000, là, c'est de la planification centrale. Et ça va être un échec, parce que les 1000 personnes, entre elles, s'organiseraient mieux que prendre les 5 plus intelligents du groupe, des 1000, et pour justement gouverner les 995 restants. Donc en fait, nous, l'État, pour nous, c'est le mot fourre-tout. En fait, la vraie chose que nous, on critique, c'est la planification centralisée. Ou la coercition, même, de manière Oui, générale. bah, qui va avec, hein. C'est la conséquence inévitable. Bah écoutez, messieurs, merci pour cet échange. J'espère que vous qui nous écoutez, vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, c'est important. N'hésitez pas à commenter aussi si vous avez des remarques, si vous trouvez qu'on a dit énormément de conneries ou énormément de choses intelligentes.
de vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est important, et d'aller suivre Ulrich, dont on mettra les réseaux sur le tweet, qu'on mentionnera au moment du partage de la vidéo et dans la description, évidemment. Si vous avez rien à dire, je vous propose de conclure. Ouais, merci à vous. Ouais, Ciao. merci, ciao. Salut.